Bienvenue à Fait d'hiver, la meilleure podcast au Québec. Gang, gang, gang. Bienvenue. Moi, c'est même pas encore sorti la meilleure au Québec. C'est pas sorti, mais j'aime ça. C'est comme ça qu'il faut le commencer à chaque épisode, right? C'est ça l'intro. Bienvenue à Fait d'hiver, la meilleure podcast au Québec. Merci à tout le monde qui écoute juste l'audio. C'est vous qui fuck avec ça pour vrai. Je vous aime vraiment. Tout le monde sur Patreon, tout le monde partout. Ouais. Let's fucking go. J'ai l'honneur d'être avec Adib El-Khalidé qui a accepté de venir, man. Ça va bien? Ça va bien, honneur partagé. Puis je suis fucking content. C'est le meilleur podcast au monde. Let's go! J'ai même pas commencé. Là, yo, on jump in direct. Okay, non, la COVID, c'est-tu un mythe? Non! C'est parce que je te suis depuis la COVID. Ok, c'est ça. Moi, c'est le plus gros. La première fois que j'ai été starstruck, en fait, je vais le formuler de même. Ouais. La première fois que mon père, j'ai dit que quelqu'un me connaissait, puis il a fait. Ah ouais? J'ai dit Adib, il sait je suis qui, puis il a fait Adib? Non, c'est pas vrai. Je te jure, c'est ma vie. Mais je suis content pour ton père aussi. Non, mais c'est dans le sens que. Moi, j'allais pas beaucoup sur YouTube avant la COVID. Parce que, honnêtement, j'ai honte un peu. J'étais un peu comme. J'ai juste jamais compris que YouTube, c'était un réseau social. C'était juste un endroit où tu mettais des vidéos. Genre. Ouais, parce que moi, le YouTube est arrivé. T'as dit que j'ai dit le YouTube? De Facebook. Le YouTube est arrivé dans ma vie. Le YouTube est arrivé quand j'étais au cégep. Puis quand je suis arrivé, c'est quand on se mettait autour de l'ordi puis on checkait des vidéos de Dave Chappelle sur YouTube. C'était ça notre truc. On n'avait aucune manière de regarder des shows de Dave Chappelle ailleurs que sur YouTube. Fait que dans ma tête, c'est comme pour moi, c'est la genèse de YouTube. Ça a toujours été l'endroit où j'allais pour checker des vidéos. Pour vrai, moi, avec ça, la première fois que je suis allé sur YouTube, c'était quand, bro? C'est quand ils ont pendu Saddam Hussein, bro. On a deux moments, deux jeunesses complètement différentes. J'avais 10 ans. Tabarnak! Ça, c'est comme c'est comme dans le premier chapitre du livre, là, c'est comme ça se passe. Comment cette histoire-là va se terminer? J'ai hâte de savoir. Moi, c'est comme avec Dave Chappelle, on se mettait autour du. Mais dans ma tête, ça a toujours resté que YouTube, c'est l'endroit où je vais pour voir des vidéos quand, mettons, je veux aller voir un truc. Exact. Mais avec le temps, visiblement, c'est devenu un réseau social. C'est genre, le monde, il chill sur YouTube. Plus que des réseaux médiatiques, des genre systèmes, genre des grosses corporations médiatiques. C'est le vrai réseau social, 100%. Maintenant. C'est mieux que tous les autres. Ouais. Mais avec ses défauts aussi. Mais tu vois, quand la pandémie est arrivée, j'ai, en bon, comme fils à ma mère, que genre, j'étais comme, OK, comme je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être ça va durer 5 ans. Il faut que je diversifie ma manière de faire du income. Genre, mettons que ça dure 5 ans, je peux pas vivre sur mon argent sur X nombre d'années. OK, comme ce serait quoi l'alternative que j'aurais? J'ai commencé à checker YouTube. Thomas Levac, il me disait, va checker YouTube, bro. Il y a de l'argent à faire sur YouTube. Je suis OK, je vais aller juste checker comment ça se passe. Puis là, je suis tombé sur tes vidéos. Je sais pas, j'ai compris que YouTube recommande des affaires. J'ai jamais regardé ça, moi. Faut que tu te connectes. Ouais, j'ai jamais regardé que YouTube recommandait des choses. Moi, j'allais drop des affaires, je m'en allais, tu sais, je regardais pas vraiment. Puis là, ils m'ont recommandé tes vidéos, puis j'ai commencé à checker, puis j'étais comme, yo, ce gars-là, il est fucking bon, man. Comme, merci, man. Ouais, j'ai eu tout de suite un espèce de... Ouais, ça m'a interpellé de la bonne manière dès la première fois, puis je commençais à chance, parce que des fois, j'interpelle le monde de la mauvaise façon de la première fois, puis c'est Non, dans le sens que, tu sais, comme, il y a beaucoup de gens dans l'espace public, beaucoup de gens parlent, puis c'est pas tout le monde qui t'interpelle, malheureusement, je sais pas, ça m'a interpellé. Merci, ça m'a tout de suite interpellé. Non, je suis vraiment pas interpellé par tout le monde. La majorité du temps, je regarde une affaire, puis je détermine assez vite que puis cette relation-là avec YouTube, comme au début du COVID, justement, t'as drop ton special au complet sur YouTube. Ben, c'est mon premier show, dans le fond. Ouais, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. C'est que le monde, il pense que c'est genre un vrai sens. C'est vraiment... J'ai fait... Ce show-là, c'est sorti en 2014. Yeah, c'est ton premier show. C'est mon premier, ouais. Puis j'en ai un autre, puis j'en ai même un sur... J'ai un 30 minutes qui est sur Netflix, mais je pense que... Je suis pas nécessairement la personne qui market le mieux ses affaires. Parce que je fais mes affaires, puis ça, je passe à autre chose. Mais je devrais avoir des taglines comme les tiennes. Gang, gang, gang! Meilleur show! Je devrais commencer mes shows comme ça. Gang, gang, gang! Meilleur show au monde, guys! Let's go! C'est le meilleur special! Yeah, meilleur podcast, meilleur YouTuber. Il faut que tu leur dises après de quoi. Non, mais tu sais quoi? Je te donne pas ma parole, là, parce que je vais peut-être changer d'idée. Ça serait un jour, avant un de mes shows, il faudrait que tu dises gang, 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 c'est le meilleur special au monde.
Ouais, Ça part, let's go. Je suis d'embarquer On assume dès le début. Ouais. Le mettre sur YouTube, moi, la première fois que j'ai vu, j'ai une question plus technique. Est-ce que le show, il t'appartient? C'est une bonne question parce que oui et non. Le show, au début, je pense, quand tu le fais la première fois, comme tu étais involved avec des producteurs, puis les producteurs ont des droits sur le spectacle, puis surtout... ça, c'est toutes des affaires que ça prend des années à comme... Mais c'est ça, il faut éduquer. Moi, je suis là, bro, Ah ouais, là il faut éduquer. Ok, on éduque le monde. Okay. Ouais, c'est surtout que toi, t'es là, t'es un OG dans le game, je vais te dire, j'ai beaucoup de respect pour toi. Okay, puis quand je t'ai vu la première fois, ça a été un gros, genre, comme... C'est genre, j'étais comme Adib Al-Khaldi, Mounir Kadouri aussi, tu comprends? C'était ça le raisonnement. On est tous interconnectés, puis moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait plein d'erreurs. Je sais que l'éducation, c'est vraiment... C'est une vraie valeur de ce que tu fais, je pense. T'aimes ça, vraiment aider les gens à mieux comprendre ça. Je pense que c'est ça qui m'a interpellé dès le début. Là. Fait que non, c'est vraiment important pour toutes les personnes qui rentrent dans l'espace public de vraiment, je pense, s'informer correctement, mais de s'éduquer correctement sur comment est-ce que tu peux conserver ton travail, mais aussi que les gens qui mettent le risque financier fassent de l'argent. Il y a un équilibre à atteindre. Tu sais, il y a l'école YouTube, mettons, où justement tu fais tes affaires puis tout est à toi, puis tu prends le risque financier. Il y a aussi, quand tu travailles avec des gros producteurs, eux autres, ils mettent un risque financier, puis techniquement, leur job, c'est d'assurer le rayonnement complet de ton travail. Mais je pense qu'il y a comme une espèce de zone grise où les gens qui aiment faire de l'argent dans la vie vont rarement te dire « j'aime faire de l'argent ». Ils vont le faire comme s'ils le faisaient avec ton meilleur intérêt à cœur. Ouais, il y a personne qui va arriver comme ça dans une pièce et dire « yo, moi je fais ça pour l'art ». Personne fait ça pour l'art. Personne fait ça pour la même raison que toi tu vas le faire. Toi, tu le fais pour toi, pour ton toit personnel, genre pour ton... Ouais, la construction de qu'est-ce que t'as en tête de que tu veux faire, puis genre ton premier show, puis tu veux le faire. Moi, c'est genre... C'est juste... Comment moi je vois ça, tu dis c'est ton premier show, c'est Martin Matt qui met en scène le show, bro. Ouais, mais tu sais, c'est comme comment ça se passe, c'est que comme les débuts de carrière, c'est fucking tough, man, débuter une carrière dans n'importe quoi, tu sais. Dans n'importe... C'est vraiment difficile. Yeah. Puis c'est pas comme ça qu'on t'en parle au début. Moi, j'ai plus l'impression qu'au début, on t'en parle comme si t'étais, je sais pas, t'étais comme chanceux. Il y a du monde, ils veulent travailler avec toi, t'es chanceux, mais c'est comme, yo, c'est dur, man. Tu comprends? Avant d'arriver au stade où le grand public t'entend, puis te voit, puis te connaît, il y a plein de mangeages de croûte, là, puis de solitude, puis dans le cas, en plus, moi, je dirais, dans le cas de gens qui seraient comme issus d'un background similaire au mien. Il y a un clivage, là, parce qu'il y a des gens que leur... C'est deux univers complètement différents, puis c'est le fait que tu go through ça live, je trouve que tu es dans une position pour juste spread it all, puis genre faire genre, yo, voici comment moi, j'étais en dehors complètement de ce monde, puis je suis rentré dedans, puis genre, c'est pour ça que je dis, je veux éduquer les gens, mais avant, t'es une mine de genre, d'être dans l'espace public pendant autant de temps. Il y a tellement de choses que t'es allé à travers que, genre, notre communauté ou les gens en général ont à apprendre. C'est pour ça que moi, c'est la première question qui m'est venue en tête. Ben, je suis content que tu m'en parles parce que personne ne m'en a jamais parlé. Puis je pense que ça commence à être comme une espèce de... j'aime pas le mot fierté parce que c'est pas bon. C'est pas le bon mot. En tout cas, c'est quelque chose dont je suis conscient. C'est comme une expérience que... C'est une expérience que je pense qui est unique. Tu sais, mettons, je sais pas, comme tu sais, le monde, mettons, ils sont mettons, les plombiers, genre, OK, comme, il y a des affaires, tous les plombiers vivent la même expérience. À un moment donné, il y a un fucking tuyau, yo, qu'est-ce que t'as fait avec ce tuyau-là? Il croche comme ça. Là, les gars, ils se partagent leur expérience. Là, les plombiers, ils se ressemblent, je sais pas si ça existe, là, des communautés de plombiers, puis là, ils parlent ensemble, puis là, ils disent... OK, on se partage nos connaissances, on a vécu sensiblement les mêmes expériences. Mais après, t'as un plombier, lui, il vient d'un endroit où ses parents, ils voulaient l'assassiner s'il devenait plombier. Puis là, c'est comme ça, c'est l'expérience n'est pas pareille. Puis c'est pas juste ça, c'est que la couleur de sa peau, puis l'origine qu'il a, puis la religion qu'il a fait en sorte qu'il a un écart. Comme c'est juste immense entre lui, puis
toute la communauté qui va rejoindre. Puis ça, c'est comme une solitude qui est profonde, que je pourrais jamais... J'aurais jamais les mots pour décrire qu'est-ce que c'est, mais je sais que c'est une vraie solitude. Puis c'est pas juste ça. Moi, je viens d'un endroit où tout le monde était pauvre. Les gens ont pas une conception de qu'est-ce que c'est que les ressources... puis juste l'ingénierie fiscale qu'il y a derrière un spectacle ou une émission de télé ou qu'est-ce que c'est qu'une entreprise. Mon père était un chauffeur de taxi, puis ma mère, elle était caissière dans un kebab. OK? So, c'est comme... Ça, c'est pas eux qui vont venir me dire... Tu pars pas au même endroit que la personne, mettons, sa famille a signé refus global, puis comme... Ouais, yo, mais ça prend des années à comprendre, là, que les gens qui ont hérité mettons, de ressources, disons, puis pas juste financières, juste comme... C'est du knowledge. Le knowledge, ça a la value as fuck, genre. Ouais, mais quand t'as quelqu'un dans ta famille qui connaissait telle personne et qui t'ont mis en contact, quand t'as des gens, mettons, juste qui t'ont appris à faire tes impôts. Bro, les impôts, man. Juste les fucking impôts, man. C'est comme, moi, j'arrive d'un endroit où personne n'a jamais payé d'impôts de sa vie. Les gens recevaient de l'impôt. Pour nous, l'impôt, c'était l'affaire que tu recevais peut-être de l'argent. Ouais, faut rien pas. Tu sais, moi, je suis encore là, non, mais un jour, il arrive qu'il faut que tu payes des impôts. Mais comme ça, il y a des gens, ils viennent d'endroits où personne leur a expliqué comment tu deals avec ça. 100%. Puis t'arrives dans le milieu, mettons, t'arrives dans le monde des adultes, puis plein de monde leur ont expliqué. Genre, la moitié du monde, leurs parents les aident. Puis c'est comme, on s'en calisse de... Dans le fond, mon message, c'est pas un message de victimisation, c'est un message de... Check, il y a des shit, il y a des gens, ils viennent d'endroits que ça va être 1000 fois plus compliqué, puis tout le monde s'en calisse. Sauf la personne qui est impliquée dans la situation, puis qui doit mettre les bouchées doubles pour arriver à un stade où elle a juste le même niveau de compréhension des ressources. Puis ça, moi, quand j'ai commencé mon premier spectacle, quand j'ai commencé dans le monde de l'humour, j'avais comme une mentalité que mes parents, il fallait que je prouve au monde que j'allais réussir. Mais juste, on peut reculer. Je suis dans... Moi, je veux le come up at all. Genre, tu vas au cégep en quoi? Je vais au cégep en cinéma et communication. À quel cégep? Saint-Laurent. Gang. Cégep Saint-Laurent. Puis dans le fond, je suis allé là-bas parce que mon orienteur scolaire au secondaire, à Pierre-Laporte, il m'a dit... Moi, j'arrêtais pas... À chaque année, mes camarades de classe me faisaient gagner le gars le plus drôle de l'école. OK? Moi, j'allais à l'école pour faire rire le monde. C'est ça que j'aimais. C'est ça que j'aimais de l'école. Je marchais le matin vers le train, on prenait le train parce que j'habitais à Ville-Saint-Laurent, puis PL, c'est à Mont-Royal. Là, je me pratiquais comme dans ma tête. J'étais comme, yo, qu'est-ce que je peux dire pour que telle personne rie? J'ai des souvenirs de moi qui se motive tout seul. Et j'ai hâte d'arriver pour faire rire quelqu'un. Parce que c'était comme ma seule identité. Tu sais, au secondaire, tout le monde se cherche quelque chose à... 100%. Puis on dirait que le monde de mon école, c'est eux qui m'ont rendu drôle parce que c'est eux qui disaient t'es drôle. Je comprends. Fait que moi, j'étais comme, fuck, ils disent je suis drôle, ça me donne quelque chose à... J'étais pas drôle au primaire, à mon souvenir. J'étais vraiment pas drôle, pour vrai. J'étais juste whack. J'étais juste whack. Moi, c'est drôle parce que... J'étais juste whack au primaire. Mais au secondaire, quand le monde est comme, yo, toi, t'es drôle. Mais je suis comme, OK, bro, je suis drôle. Ici, je te dis, en plus, ils me font gagner des trophées sans que je demande rien. Fait que là, je commençais à juste être un peu... Puis à ce moment-là, es-tu conscient du métier d'humoriste? Ouais, mais je sais que ce sera pas pour moi, dans le sens que je sais qu'il n'y a aucune façon que je me rende là. Fait que je me dis... Moi, mon premier rêve, c'était d'être un journaliste sportif. Yo, bro, same shit. Ça, c'est fucked up que tu dis ça. Je voulais être journaliste sportif aux States, dans une ville au Kansas City, puis je fais la radio, genre, sportive. Yo, mais je te comprends. Parce que c'est le plus beau métier du monde. Yeah. Puis moi, je pense que tous les êtres humains sont condamnés à échouer leur premier rêve. Moi, je pense que ça vient avec la vie. C'est ma mentalité, c'est ma compréhension de l'existence. C'est comme une conceptualisation qui est très personnelle. Je pense que tout le monde est condamné à échouer son premier rêve. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont misérables, parce qu'ils s'accrochent au premier rêve. Mais le premier rêve, tu dois l'échouer. Ouais, moi, mon premier rêve, c'est
La job à Pierre-Houd, man. Oh, les Canadiens. Oh, moi, je voulais commenter le hockey, man. C'est lui qui m'a appris à parler français comme du monde. C'est lui qui m'a... Pour moi, c'est ces gars-là qui ont stimulé mon cerveau comme il devait être stimulé dans l'enfance. Le hockey, pour moi, c'est la chose la plus importante sur la Terre. J'ai rien... À ce jour live? Ah ouais, moi, j'ai rien de plus important que le hockey. Oh, fuck, je savais même pas. Man. Ouais, c'est vraiment comme... C'est pas une passion pour moi, c'est ma vie, genre. Mais, en même temps, je sais que je travaillerai jamais là-dedans. Puis, ça m'intéresse plus de travailler là-dedans parce que j'aime trop ça maintenant pour travailler là-dedans. Puis, je comprends pourquoi le bon Dieu a voulu que je réussisse pas ça. T'as déjà joué au hockey? J'ai joué au hockey, puis j'ai joué juste 3 ans. Parce que mes parents n'avaient pas les moyens de... Ça coûte tellement cher comme sport à jouer. Moi, je joue au foot, puis même le foot, c'est moins pire. Le hockey, il faut que tu achètes tout. Tes shit. Il faut que tu aies tes patins, il faut que tu aies tes shit. Au foot, tu te les passes au moins, puis c'est réutilisable. Mais au hockey, c'est comme défini. C'est comme le monde qui dit Michael Phelps, c'est le meilleur nageur, mais est-ce que LeBron James sa famille avait le budget pour l'envoyer nager à chaque samedi, tu comprends? Non, c'est ça, man. Le monde, il pense pas à ces choses-là, mais c'est vrai. Yeah, c'est vrai. Moi, regarde, j'ai jamais raconté ça à personne parce que je me dis quelque part que je voulais le mettre dans un projet, mais la vibe est bonne. Let's go! Et là, je me fais emporter par cette vibe-là, puis je vais peut-être le regretter. C'est pas grave. Mais moi... tu veux parler, c'est chill. Non, toi, c'est correct. C'est moi face à moi-même. C'est comme, Adib, t'es sûr, là? Ma conscience, c'est comme, tu veux vraiment faire ça, mon tabarnak? Non, mais c'est correct. C'est que moi, ça m'a pris 4 ans convaincre mes parents de jouer au hockey. Donc, j'ai commencé à 12 ans, puis ça m'a pris 4 ans. À chaque année, on recevait le prospectus en bas de l'immeuble là, de Ville-Saint-Laurent qui disait les dates pour les inscriptions, puis tout ça. Puis c'était 275 pour s'inscrire. Je me rappelle, parce qu'à chaque année, je regardais j'étais obsédé. Genre, moi, j'avais découvert le hockey à 8 ans. J'étais obsédé. J'étais obsédé par le hockey. Toute ma vie, dans ma tête, j'avais des cartes de hockey, je jouais au hockey, j'avais des bonhommes des bonhommes que ma mère elle avait achetés à la friperie. Puis j'enlevais les aimants dans les aimants de réfrigérateur, puis c'était les rondelles. Puis je jouais. Fait que moi, j'étais comme... Moi, dans ma tête, c'est comme le hockey, c'est ma vie. Et je voulais devenir commentateur sportif. Là, c'est comme, il faut que je joue au hockey. Là. Je ne peux pas commenter le sport, puis pas ça. Puis mes parents ne voulaient pas jouer au hockey. Ils m'ont pas dit à cause de l'argent. C'est sûr que c'est à cause de l'argent, mais mon père, il disait c'est trop violent. Mon père, il disait c'est trop violent, le monde, ils se battent. Ma grand-mère au Maroc, elle pleurait que je veux jouer au hockey parce qu'elle elle voyait les images qui se rendaient là-bas à la télé. C'était juste des gars qui se battent. Parce que c'est les images les plus spectaculaires. Dans tous les sports, c'est tellement absurde de la base si tu veux se battre au hockey. Mais elle fuckait pas avec ça. Ouais. Puis ça m'a pris 4 ans de convaincre mon père. Puis je l'ai convaincu la 4e année à l'âge de 11 ou 12 ans. Puis c'était 275 $. Puis il a fallu... On n'a pas mis d'essence dans la voiture. Oh my God. Parce que 275 $, c'était à peine ce que mon père avait dans toute la vie. Puis il l'a fait. Puis ça a pris 4 ans. Puis il a flanché la 4e année. Puis on a mis 2 $ d'essence. Wow. Moi, je me rappellerai de ça toute ma vie. Parce que j'étais tellement stressé que mon père change d'idée. J'étais vraiment égocentrique. Là. J'étais dans l'auto. J'étais comme, oh mon Dieu, il n'y a plus d'essence. Lui, il rentre dans l'auto. Là. Puis comme, je me rappelle qu'il cherchait de l'argent dans la maison, dans toutes les places où il y avait caché de l'argent. Parce que je sais pas pourquoi, mes parents, ils cachent de l'argent dans le... Je sais pas pourquoi. Puis là, on arrive dans... J'étais tellement content. Ça fait 4 ans que je travaille pour ça. Là. Je me suis battu pour ce moment-là. Rentre dans l'auto, il n'y a pas de gaz. Puis là, il est comme, OK. Puis on a fouillé pour trouver 2 $ dans l'auto, je sais pas où. Puis on a mis 2 $ de gaz. Puis il est allé m'inscrire au hockey. Wow. Puis après ça, on a appris ce jour-là que, genre, il fallait acheter de l'équipement. Parce que ça, personne ne savait chez moi qu'il fallait acheter de l'équipement. Puis là, ils ont dit que les gardiens de but, ils leur prêtaient l'équipement. Fait que j'ai été gardien de but pour ça. Wow. Parce qu'ils prêtaient l'équipement. Fait que c'est fucked up, man. Puis j'ai arrêté parce qu'à partir de Bantam, ils prêtent plus l'équipement. Oh, yeah. Puis c'est ça que ça amène à... Quand t'arrives de ce background-là, au cégep, aller en cinéma, le pitch à ton père. Moi, je me rappelle le pitch à mon père. Moi, c'est genre... Moi, j'ai flanché. Même au cégep, j'ai flanché. J'étais allé en sciences informatiques et mathématiques. J'étais allé dans le route des parents. Genre, j'étais content de ça aussi. Mais à ce moment-là, pitcher ça que tu vas aller en cinéma, comment ça se passe avec tes parents?
Mais toi, ça s'est passé comment quand tu l'as pitché? Tu l'as pitché, tu m'as dit? Non, moi, j'ai fini. Moi, mon YouTube était là. Puis j'ai dit, je suis sur YouTube, j'arrête l'université. Mais je veux dire, j'ai pas pu leur dire au cégep que je voulais faire de quoi d'autre. Je suis allé en sciences info-maths. Mais j'aimais ça à ce moment-là aussi. OK, mais toi, t'as directement commencé YouTube comme... ça a pas été... T'as pas dû comme confronter tes parents et dire, je vais plus à l'école puis je fais ça? Je l'ai fait, mais comme ça fonctionnait déjà, genre. OK. Fait que comme j'ai fait YouTube dans leur bac, mettons, ils savaient pas que ça pognait du tout jusqu'à genre. En fait, jusqu'à temps qu'il a emmené Cube Radio, il a écrit un article sur ma chaîne YouTube, puis mon père l'a vu. Il savait même pas. Yeah, j'ai raconté ça justement dans le podcast. Puis il était comme, mère de Laval, il savait pas trop. Puis là, j'ai dit, ouais, je vends de la merch la semaine prochaine, il y a quand même beaucoup de gens qui vont l'acheter. Puis c'est ça, j'ai pas eu à faire genre, yo, j'ambitionne. Mon frère, il l'a fait, lui, il fait de la musique. Lui, ça a été le hard shit, fait que justement, mais je veux pas parler de moi tant que ça. Non, mais ça m'intéresse parce que je pense aussi je pense que c'est bon que de génération en génération, c'est c'est pour ça que je suis tellement content que tu sois là. Bon, les Arabes, on a un problème, man. La culture arabe, il y a un problème grave. C'est un problème sociologique. Il n'y a pas de respect pour la culture. Il n'y a pas de respect pour l'art. C'est comme, il n'y a pas de respect, man. Comme les enfants veulent devenir des artistes ou des communicateurs, puis il n'y a pas de respect pour ça. Puis moi, je suis comme, on peut faire autant de discours qu'on veut là sur il manque de diversité, puis tout ça, puis je suis d'accord parce que je suis le premier à aller frontline pour parler de ces choses-là. Mais je pense aussi que, man, des fois, je me retourne vers comme ma communauté, puis je suis comme, fuck, laissez vos fucking enfants. C'est comme, il n'y a pas de respect pour la culture si c'est ton fils qui veut le faire. Ton fils... Oui, c'est ça. Comme, tout est génial. Jusqu'à ce que ça soit ton enfant. Puis là, c'est comme, quand c'est ton enfant, c'est comme là, c'est le diable. Mais ça vient... Qui s'est emparé de la maison, là. C'est comme, yo, il y a des gens, ils naissent avec des talents de communication, puis des talents des talents artistiques. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, ces gens-là? Ils peuvent pas vivre s'ils font pas ça. Ils vont souffrir toute leur vie s'ils font pas ça. À un moment donné, il faut que... Moi, en tout cas, moi, c'est la prochaine étape. Moi, ça fait 10 ans que je dis qu'il manque de diversité. Là, c'est devenu la mode. Maintenant, tout le monde en parle. Puis moi, je suis comme... J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, je me retourne vers ma gang. Puis je suis comme, là, tabarnak, vous laissez vos enfants quand ils vous disent « Je veux devenir un scénariste, je veux devenir un journaliste, je veux devenir un... » Comme, c'est fini, là, l'espèce de diabolisation de ces métiers-là, man. Ça suffit. C'est pas bon, man. Ça contribue à l'affaire de... Tout ça, c'est un gros cycle, OK? C'est comme, il n'y a pas assez de représentation dans les médias. Fait que les parents voient que c'est pas tant viable pour les gens comme nous. Eux, ils vivent dans un espèce... Ils arrivent ici, faut qu'ils survivent, faut qu'ils fassent du cob. Puis ils essaient de transposer cette mentalité-là. Dans le sens, t'es ici, faut que tu survives, faut que tu fasses du cob. Je comprends. Moi, le côté empathique en moi comprend ça 100%. Puis je respecte ça, puis je blâme pas du tout les parents de... Mais moi, je pense que les êtres humains naissent pour quelque chose. Je pense pas que les gens naissent pour rien. Je pense pas que les gens... Il n'y a pas de sens à leur existence. Je comprends. Je pense que les gens... Il y a un sens. Les gens naissent avec des aptitudes. Les gens naissent avec des qualités, des capacités, des obsessions, des trucs qui les attirent viscéralement, qu'ils ne peuvent pas expliquer à personne. À un moment donné, il faut aussi laisser le mystère de la vie communiquer, se manifester à travers les gens. Comment est-ce que quelqu'un qui aime les couleurs, la peinture, qu'est-ce que t'en sais, tabarnak? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Comment est-ce qu'on peut juger ça? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a moins de... Puis comment on fait pour juger ça? Comment est-ce qu'on peut dire... C'est des affaires d'état d'esprit, bro, je te jure. Ouais, man. C'est genre... Ouais. C'est un gros climat qui fait en sorte que tu t'imaginerais pas ton enfant faire ça parce que t'as pas jamais imaginé que ça... Eux, c'est profitable. Moi, je le vois tout le temps de même. Les parents arabes sont beaucoup à l'argent, genre. C'est comme ça qu'on survit, c'est l'argent. Ouais. Fait qu'eux, ils le mettent à top priority, genre. C'est comme, faut rationner tout, faut sauver le plus de cas possible. Moi, c'est comme ça mon background. Puis tu dis la culture, c'est pas la shit qui va te faire du cob ici. Du tout. Non, mais au Maroc, là, quand moi je vais au Maroc, je veux dire... Il y a les traditions que je vois, les traditions culturelles, mais le monde culturel, là, est-ce que le monde culturel des pays arabes voyage? Est-ce que ça se rend à nous? Est-ce qu'il y a un amour de la cinématographie? Est-ce qu'il y a un amour de la poésie? Est-ce qu'en ce moment, je veux dire, nous, est-ce que nous, on reste... Est-ce que c'est des graves jugements que je porte, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se passe que fuck, man, des années, deux générations de parents qui disent à leurs enfants, non, tu ne deviendras pas X, Y, Z. Puis c'est pas bon, yeah, man. mais je te file, puis je suis d'accord, mais en plus, moi, comment je le vois maintenant,
c'est qu'avec les parents, il y a beaucoup de même pas leur demander, t'assumes leur position. Genre, moi, pendant longtemps, j'ai juste rien dit. Tu comprends? J'ai fait mes shit, j'ai rien dit parce que j'avais pris pour acquis que c'était pas ça qu'ils envisageaient pour moi. Puis je faisais juste manifester d'autres choses. Je veux être ingénieur, je veux travailler en informatique, je veux faire... Puis j'aime ces choses-là. Parce que tu veux que tes parents t'aiment. C'est ça. T'essayes de trouver le truc que tes parents, tu les aimes. Ils value. Ils vont... Ouais, puis tu vas te sentir aimé par eux. Mais man, moi, il y a un moment dans ma vie où j'ai réalisé quand t'aimes vraiment le monde, là, quand t'aimes vraiment quelque chose, t'as le droit et tu dois être critique envers eux. Tu dois prendre une posture. C'est pas tout le monde qui va aimer ça tout de suite. Puis c'est correct. C'est correct que tout le monde n'aime pas ça tout de suite. Ma mère, elle a fait des affaires que je ne pourrais jamais dire dans les médias. Je vais les dissimuler à travers des projets artistiques, OK? Parce que je suis un lâche. Je suis un lâche. C'est mieux de cacher des choses dans l'art que de les dire des fois. Ma mère, elle a fait des affaires fucked up pour pas que je fasse de l'humour, puis c'est ma plus grande fan aujourd'hui. So, à un moment donné, il faut aussi qu'on comprenne que, check, le monde qui t'aime, ils font de leur mieux, puis toi, tu fais de ton mieux. Puis à un moment donné, en plein milieu, il y a le pardon. Tu comprends? Comme plus loin dans la route, là, il y a comme un pardon où comme quelqu'un dit, check, j'ai pas cru en toi parce que j'ai jamais eu les ressources pour croire en quelqu'un. C'est ça. Puis moi, j'étais fâché contre toi parce que je me suis jamais mis à ta place, maman, pour voir comment tu te sentais, toi, quand j'ai dit ça. Ça, je me suis fâché contre... À quelque part, il y a comme un pardon qui est possible. Puis c'est plus une question d'immigrant ou pas immigrant ou whatever. C'est une question comme, check, les parents... Mais moi, comment je désolé de te couper. Mais non. Comment je l'ai rationalisé à un moment donné quand j'ai dit à mon père, c'était... Puis lui, parce que moi, mes parents écoutent tout ce que je dis. Je veux dire, mon père, il supporte tout ce que je fais, tout le monde. Juste chill. Mais quand je l'ai rationalisé, c'est... Tu t'as fait tout ce grind qui était difficile, qui était instable monétairement, puis tout. Live, t'es établi pour que moi, live, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Je pense que c'est ça le modèle que j'aurais en tête si j'immigrais quelque part d'une place de pauvreté ou whatever. Mais en même temps, c'est comme... Je reviens à ça, c'est que c'est plus facile, j'ai l'impression, de dire à tes parents « Je veux aller en culture » quand c'est établi dans la culture qu'une place pour toi, genre. Puis live, toi, tu dis « J'ai parlé pendant longtemps de diversité dans les médias », puis live, tout le monde en parle, mais tout le monde fait juste en parler, tu comprends? Est-ce que tu penses que depuis que tu en as parlé, il y a eu un changement qui s'est fait? Moi, je pense que c'est un problème qu'on va devoir régler nous-mêmes. Je pense que c'est un problème qu'on va devoir... Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qu'on... Quand je dis « on », là, je parle vraiment... Tu sais, je sais pas comme... C'est pas un exemple que... Je suis pas sûr que je suis fan de cet exemple-là, OK? Je suis pas sûr que je suis fan de cette analogie-là, mais les personnes à mobilité réduite, là, à un moment donné, tous les trottoirs étaient comme ça. Étaient en angle droit. Puis là, ils pouvaient pas monter sur les trottoirs. Puis là, il y a sûrement quelqu'un à mobilité réduite qui a dit « Bro, moi, je vis, man. Moi, j'ai pas les mêmes ressources que tout le monde, mais fuck, je peux marcher sur je peux-tu rouler sur le trottoir aussi? » Puis là, il y a tu sais, qui s'est mobilisé? C'est les personnes qui ont des mobilités réduites, puis ceux qui connaissent des gens qui ont de la mobilité réduite. Puis là, on a commencé à faire les trottoirs inclinés pour que les gens à mobilité réduite puissent rentrer sur le fucking trottoir. Puis des fois, je me dis, quand tu es un immigrant de première génération, tu vis avec une mobilité sociale réduite. C'est réduit pour toi. C'est moins facile. Mais sauf que le monde s'en calisse parce qu'ils sont occupés avec d'autres affaires. Pas parce qu'ils sont méchants. Je pense pas que le monde est méchant. Je pense pas que le monde est mal... Je pense que la malveillance existe, mais je pense pas que les gens sont malveillants. Je pense que les gens sont volontairement aveugles. Ils préfèrent pas regarder les choses. Ça les rend... Ça les déresponsabilise. J'ai pas besoin de regarder ce qui me concerne pas. 100%. Moi, c'est ce que je réalise. Le monde s'en calisse. Tu t'assois avec des décideurs, des grands patrons, des gens, des grandes patronnes dans le monde de la culture. Tu leur dis, c'est un problème grave. Ma mère habite encore dans le hood. Je vais à chaque semaine.
les jeunes regardent pas la télé, c'est pas normal. Tu leur dis, puis ils sont comme, ouais, tu le vois dans leurs yeux qu'ils sont Ils ont comme... give up. Moi, est-ce que toi, t'es dans ces salles-là? Est-ce qu'ils ont give up? Ils sont calés. Ils savent pas. Ça les regarde pas. Ils ont pas d'attache émotionnelle. Comme émotionnellement, ça évoque rien en eux. Ils connaissent pas le feeling comme une personne qui s'est vue toute sa vie à la télé. Elle est insensible à l'absence de ce... Elle sait pas c'est quoi ne pas se voir. Elle sait pas c'est quoi le sentiment que j'ai vécu quand j'ai vu la série Rami il y a 1 an. J'ai pleuré. Tout le long, je pleurais. Parce que je me disais, j'ai jamais vu un fucking musulman normal à la télé. Il y a une série qui s'appelait Rami. Rami, bro. C'était quoi? Ça vient de sortir. C'est un humoriste américain. C'est sur... c'est Hulu qui fait ça. Puis, dans le fond, c'est juste un musulman à New York qui essaye d'avoir une vie normale. Puis c'est fucking nice. Puis j'ai jamais vu ça. J'ai juste vu des musulmans dangereux à la télé. J'en ai jamais vu des normaux. J'ai jamais vu comme ceux comme moi avec qui j'ai grandi. Comme ceux que tout le monde connaît. Fait que moi, je pleurais en regardant cette série-là. Mais il faut pas se fier à moi parce que je suis un hypersensible. Là, je pleure à rien. Là. Je trouve qu'il y a une espèce de... Ouais, on s'en calisse vu que ça m'affecte pas, mais vu que là, ces mouvements-là prennent une voix, il y a même un mouvement opposé qui se lève de non seulement je m'en calisse, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que vous dites. Le discours que... Tu sais, toi, tu vas, tout le monde en parle. T'as un discours qui est rempli d'empathie puis qui est rempli de genre, yo, ces gens sont tristes, whatever. Il décrit des injustices, puis le lendemain... T'as une chronique de Sophie Durocher qui te fait juste te nommer correct. Toutes les fois que t'as passé à la TV. C'est correct. C'est comme ça que tu l'as pris? C'est correct, ouais. C'est la liberté d'expression, c'est correct. C'est son droit, c'est sa tribune. Elle a travaillé pour ça. C'est à elle. Elle fait ce qu'elle veut avec. Puis il n'y a rien de plus important que la liberté d'expression. Tout le monde peut dire ce qu'il y a à dire. Parce qu'au fin fond de moi, il y a une partie de moi, à cause de certaines expériences que j'ai vécues, qui me dit peut-être j'ai tort, peut-être que je me suis mal pris, peut-être qu'elle est fâchée parce que je me suis mal pris, peut-être que j'aurais pu réfléchir plus avant de dire ça. Moi, je pense que j'ai été au maximum de mes capacités à ce moment-là. Puis je pense que j'ai fait du mieux que je pouvais, puis je m'en veux. Moi, je m'en veux pas. Non, clairement, ton message a résonné avec beaucoup de centaines de milliers de gens. Oui, mais moi, je me dis, regarde, les choses progressent pas vite depuis toujours. ça me semble être la nature humaine. Ça me semble pas être notre époque. Alors, le changement drastique, c'est pas familier à l'humanité. Non, je pense que la nature et la nature humaine sont très conservatrices par définition parce que ça prend beaucoup de temps avant que les choses se tiennent, qu'ils soient solides. Puis quand ils sont solides, je pense que c'est difficile pour les gens de les bouger. C'est comme bouger un paquebot. C'est compliqué pour eux. Tu as des gens qui sont plus à droite dans le spectre politique, mais ils sont aussi plus à droite dans le spectre de la personnalité. Et leur personnalité est plus conservatrice. C'est des gens souvent qui voient les choses d'une certaine manière. J'ai lu un truc récemment vraiment intéressant que tout est une question de... Tu as une partie dans ton cerveau, je ne veux pas dire n'importe quoi, c'est sûr, je me trompe, mais tes perceptions sont orientées par une partie de ton cerveau. C'est peut-être l'hippocampus, je sais pas, c'est l'hippocampus, je pense. Puis tout ce que tu vois, dans le fond, cette partie-là cherche pas à prouver, mais à voir ce qu'elle vise. Ce qui dit, tu vises quelque chose. En fait, tes perceptions sont erronées par des constructions tellement profonde, biologique, innée de la personnalité. C'est pour ça qu'on ne voit pas tous la vie de la même manière. C'est parce qu'on n'est pas nécessairement engineer de la même manière. Au niveau... C'est un niveau d'évolution. C'est un niveau de genre... Cette chose a fonctionné pendant tant d'années, puis nous, on veut se conserver. L'humain veut tout le temps se conserver, puis que ça fonctionne. Exact. Qu'il vive le plus longtemps. Mais est-ce que tu veux que ton comptable, ce soit un gars qui aime prendre des risques? Non. C'est sûr que le gars qui devient comptable, par définition, s'il est heureux dans sa job, s'il aime sa job, parce qu'il aime les chiffres, puis c'est pas le genre à dire « mais 500 000 », tu sais. 500 000 sur GameStop Live. Oui, c'est ça. Tu veux pas que ton comptable, ce soit ce gars-là. Tu veux que ce soit quelqu'un qui est plus conservateur, qui a un regard que genre, tu lui dis genre... Qui est lucide, puis qui est terre à terre. Exact. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont un regard plus conservateur sur la vie, puis moi, j'ai pas de problème avec ce monde-là. Moi, je pense que des fois, les gens, ils sont arrogants ou ils sont de mauvaise foi. Ça me dérange. Mais je pense pas que c'est plus attribuable à gauche ou à droite. Yes. Je pense qu'à gauche et à droite, il y a des gens qui sont de mauvaise foi et arrogants.
Puis je pense que la majorité des gens vraiment sont à l'aise avec discuter avec des gens qui pensent pas comme eux. Ouais, je pense. Ouais, moi, ben, c'est comme on est biased par l'Internet parce qu'on le voit pas trans sur Internet. Quand on voit du monde qui pense pas la même chose sur Internet, souvent c'est avec un ton qui est agressif ou avec une connotation qui est négative. Oui, genre. oui. C'est ça, fait comme tu as l'impression que ça existe même plus. Genre, du monde qui sont pas d'accord, qui se parlent. Genre. Mais là, après, tu chill, je sais pas, man, tu marches, je sais pas, tu vas dans un magasin, tu parles avec quelqu'un par hasard, clairement, tu regardes le monde autour de toi, comment il est construit, puis tu dis, mais attends, tout ce monde-là, ils sont pas d'accord les uns avec les autres. Mais Chris, ils cohabitent. Je veux dire, par définition, nos actions démontrent qu'on cohabite ensemble. Mais je pense que le monde, la façon que le milieu culturel est fait c'est fait comme une monarchie. Ça, j'y crois. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des gens, ils vont jamais le dire comme ça. Mais la culture, c'est beaucoup de pouvoir. C'est beaucoup de pouvoir. Tu peux même pas imaginer le niveau de pouvoir. Je vais fragmenter à quel point c'est du pouvoir. Je vais l'amener à plus petite échelle, un exemple que tout le monde va comprendre. Tout le monde sait que les vedettes ou des vedettes, tout le monde rêve d'être une vedette. Par exemple, je prends le modèle, mettons, le cliché masculin. Plusieurs hommes rêvent de devenir connus parce qu'ils se disent, je vais avoir plus de femmes à mes pieds. Ouais. Right? Il y a plus de femmes qui vont vouloir de moi. Comme, il y a beaucoup de gens qui deviennent connus et beaucoup de gens sont à leurs pieds. C'est pour ça que je dis que c'est une monarchie. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à genoux devant les gens connus. C'est vrai, là. C'est amplifié live, je trouve, même, avec Internet. Oh ouais, man! C'est pas une joke, là. Yeah. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à enlever leurs pantalons puis donner leur corps à quelqu'un qu'ils connaissent pas juste parce qu'il est connu. C'est fucked up quand tu y penses. Juste de même. C'est comme, j'enlève mon pantalon, là. Je te donne mon cul. Pourquoi? Parce que t'as des views. Ça, c'est des êtres humains, ça. Comme, c'est fucked up. Puis, ça fait pas de sens, mais ça fait du sens. Ça fait pas de sens. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Comme, mais c'est parce qu'il y a trop de pouvoir dans la culture, man. Il y a trop les gens font des gens connus des idoles. On n'est pas des idoles, on n'est pas des modèles, on est des êtres humains. Mais comme, c'est tellement le fun de jouer à la game, tu comprends? Les gens jouent au jeu, ils aiment ça, jouer à ce jeu, ils aiment se croire, là, tu comprends? Excuse-moi, je m'emporte un peu trop, parce que je connais trop de monde qui font ce jeu-là. Puis longtemps, j'avais un peu... Mais c'est ça, tu parles, là, j'ai l'impression que tu parles d'une position d'outsider quand, en tant que tel, moi, Adib Khalidé, c'est quelqu'un de fucking mainstream dans ma tête, tu comprends? Ben, moi, j'aime le monde, puis... Ma vie fait du sens depuis que j'ai compris que, j'ai pas choisi d'être un artiste. Moi, avant, j'aimais vraiment pas que les gens disent que je suis un artiste. Ça me dérangeait parce que, je sais pas, c'est comme... je voulais pas... C'était un mot qui me dérangeait, je sais pas pourquoi. Puis j'ai vécu des choses dans ma vie qui ont fait que, OK, genre, check. Il y a des gens, man, ils sont plus sensibles que d'autres. Ils ont des capacités de communication. Ils ont des capacités d'écriture. C'est pas des choses qu'on choisit. Je pense pas qu'on choisit ces choses-là. Je crois pas au phénomène de genre... moi, je pense que la vie est mystérieuse. Puis je pense que les gens sont mystérieux et complexes. Puis il y a des affaires qu'on sait pas. Je sais pas pourquoi, quand je m'installe devant un ordi, je peux écrire pendant 8 heures puis être heureux. Je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui me disent que c'est la pire expérience de leur vie. Pas moi. Et à un moment donné, c'est comme... Ça, je te fais à 1000%. Tu comprends ce que je veux dire? C'est genre, le monde, il me dit, quand je fais une vidéo, c'est comme, bro, comment tu fais pour parler? Pendant que je suis comme, bro, j'allume la caméra, puis je parle. Puis t'es bien. Yeah, 100%. Puis ça évoque en toi quelque chose qui dit, genre, fais ce que t'as à faire. Genre, t'es à ta place. Yeah, puis c'est ça. Mais là, ça change à travers comme la perception de quand YouTube, ça devient un thing, puis genre là, faut que tu vois comment tu peux mieux performer, puis comment être meilleur ou faire la bonne vidéo. Mais à la base, quand je fais la vidéo que j'ai décidé de faire là-dessus, quand j'ai décidé... C'est vraiment, je trouve que le stress, c'est plus d'en choisir sur quoi je fais une vidéo. Après, quand je suis sécuritaire dans ce que je vais parler, live, c'est là le confort. Live, je suis comme, OK, je vais ouvrir la caméra, puis je vais dire ce que je veux. Puis genre, c'est naturel, genre, tu comprends?
Puis toi, c'est fou que, genre, là, on va revenir au coma parce que moi, c'est ça que je veux documenter le plus parce que je trouve que t'es quelqu'un qui est important dans la culture au Québec parce que c'est genre, moi, comment je l'ai vécu, genre, je suis un enfant, comme je t'ai entendu dire dans d'autres entrevues, t'es un enfant de la télévision, je suis un enfant de la télévision, j'ai écouté la télé toute ma vie, puis ce sentiment-là de appartenir fortement à la culture québécoise, genre, comme au plus profond de moi, mais pas nécessairement avoir l'air de ça. Ouais. Je trouve que quand je t'ai vu, toi, je l'ai saisi direct. Genre, c'est la même chose que moi, je suis québécois as fuck, genre. Tu comprends? Puis je pense que ton come-up est important à documenter pour les gens comme nous que tu représentes. Mais peut-être pas que tu t'en rends pas compte, ou clairement tu t'en rends compte, mais quand tu finis le cégep en cinéma, comment tu dis à tes parents que tu vas aller à l'école de l'humour? Moi, je me fais expulser du cégep. Oh, okay. Moi, je me fais expulser du cégep parce que j'arrive au cégep. Moi, j'ai grandi à... J'ai habité à Cartierville, Montréal-Nord, Côte-des-Neiges, Hull, Ottawa, Ville-Saint-Laurent. OK? J'ai habité dans tous ces quartiers-là. Puis, j'ai toujours été dans des quartiers très immigrants. Moi, j'ai toujours été entouré presque en proportion égale, blancs, noirs, pakistanais, afghans, asiatiques, anglophones, francophones. Tous les quartiers où j'ai grandi, c'était comme ça. Puis là, j'arrive au Cégep Saint-Laurent en cinéma, puis je suis le seul immigrant, toute race confondue. Je regarde autour de moi, tout le monde est blanc et je suis traumatisé. For real? Traumatisé. J'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu ça. J'ai jamais été le seul immigrant quelque part. De toute ma vie. J'arrive à 17 ans. Je suis le seul immigrant. Puis là, moi, j'ai mal réagi au traumatisme, à l'isolement de tout ce truc-là. Mais c'était-tu hostile par rapport à toi? Non, c'était pas... Je pense que... Tu sais, je pense que je suis arrivé en cinéma un peu... De reculons. Non, sans savoir qu'est-ce que je... Moi, mon orienteur m'a dit, va au Cégep Saint-Laurent, il y a une radio étudiante, puis il y a un bon programme de cinéma. Puis t'es un communicateur, puis tu vas peut-être pas faire du cinéma per se, mais comme t'es clairement un communicateur, va là-dedans, puis fais de la radio. Je suis comme, yo, il y a quelqu'un qui croit en moi, man, puis il me dit, fais ça. Je vais l'essayer, c'ti. Puis j'arrive dans le programme de cinéma, puis tout le monde est un peu comme... Tout le monde se connaît. Premièrement, il y a beaucoup de monde qui viennent d'écoles où ils faisaient déjà ça. Tout le monde a des films préférés extraordinaires. Moi, j'ai un gars du hood. J'arrive avec des films préférés comme Fast and Furious. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu joues à TV le samedi soir. Ouais, bro, moi, c'est ça ma culture cinématographique. C'est comme, à un moment donné, c'est comme, excuse-moi, tu comprends pas que aimer le cinéma d'auteur, c'est le résultat d'un confort et d'un privilège que tu peux pas nécessairement tu peux pas sous-estimer. C'est un acquis que faut pas rire des gens qui comprennent pas. Moi aujourd'hui, j'adore le cinéma d'auteur, mais je vais pas rire de quelqu'un qui comprend pas ce que moi j'aime. Mais j'arrive au cégep, puis à cause de l'arrogance de la jeunesse, beaucoup de gens sont dans la moquerie, sont dans l'élitisme culturel. L'élitisme culturel parce que c'est une monarchie. And they know. Ça start là. Ben, les gens savent tout que c'est une monarchie. Parce qu'ils savent qu'un jour, quelqu'un va enlever son pantalon, man. Tu comprends? They know. Ils savent ça. Les gens le savent. Même si c'est inconscient, ils savent. Des fois, c'est conscient. Des fois, c'est inconscient. Quand c'est conscient, c'est psychopathique. Quand c'est inconscient, c'est juste comme... T'espères ça parce que tout le monde se voit comme une bonne personne puis personne veut voir la part d'ombre en soi. Puis là, c'est comme... Ils savent, puis là, moi, je me désengage. Moi, quand je me sens rejeté, je me désengage, OK? Je me suis juste désengagé complètement. J'allais plus à mes cours. Je faisais juste de la radio. Tous les jours, je faisais de la radio. C'était comment, ça, faire la radio? Ben, c'est insane. C'est les plus beaux... Ben, c'est dur parce que c'était un environnement très toxique, dans le sens que t'arrives là, puis... Tout le monde se prend au sérieux, puis comme, il y a des initiations, puis c'est un environnement toxique, là, tu sais, mais en même temps, c'est des vraies amitiés. Ouais, moi aujourd'hui, à 33 ans, je me dis c'est toxique, dans le sens, je souhaite pas ça pour une vie, là, du monde qui compétitionne. C'est pas tant de la compétition, c'est plus comme... Ah, ok, tu veux dire la franche camaraderie de boys de s'envoyer chier, genre ça, tu veux dire? Ça, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de... Mais ça c'est le côté que moi, j'aimais, parce que moi, je viens d'un endroit où, quand t'aimes quelqu'un, tu le tapes.
On se tapait, mais ça, c'était correct. Moi, je parle plus comme... Il y avait la présidente de la radio, puis il y avait la secrétaire, il y avait le vice-président. Tu sais, c'est comme tout le monde prenait sa job, tu sais, comme... Puis là, quand quelqu'un rentre à la radio, il faut faire semblant que c'est donc ben, là, une monarchie, tu sais. C'est comme... Tout ce qui est culturel a un fucking aspect... Puis moi, en passant, c'est propre au Québec, ça? Moi, je pense que c'est propre à la nature humaine. Propre à la nature humaine? Ouais, moi, je pense que absolument tout est hiérarchisé. Je pense que les choses sont hiérarchisées, puis c'est observable à travers la biologie, puis toute l'histoire de l'humanité. Ça, pour moi, c'est pas ça qui me dérange. Je pense que quand les gens font pas attention à la corruptibilité de leur être, c'est là qu'ils deviennent dangereux. Quand quelqu'un est dans une position de pouvoir puis qu'il pense que c'est juste une bonne personne, c'est là qu'il est dangereux. Moi, je fais pas confiance à quelqu'un qui pense que c'est juste une bonne personne. Je dis pas que je l'aime pas, je dis juste que je préfère comme, mettons, prendre des risques avec quelqu'un qui est conscient que, ouais, moi, je sais qu'il y a une part d'ombre en moi. Je le sais. Et puis, le travail, mettons, de la vertu, c'est de mettre un effort pour pas aller là. Puis, je pense que ça commence très jeune dans ces rapports de pouvoir-là, que le problème, c'est pas qu'il y a une présidente à la radio étudiante. Le problème, c'est qu'il y a une présidente qui accepte que pour que des gens rentrent dans la radio étudiante, il faut humilier publiquement en initiation quelqu'un assis sur une chaise avec un bandeau qui est à moitié nu, puis qu'il y a cet environnement-là toxique. Ça, c'est dans tous les milieux culturels, surtout cégep, l'impro, toutes ces shit-là, c'est tout de même. Exact. Ça, pour moi, c'est pas un problème de il y a un président en haut, là. C'est un problème de le ou la présidente a toléré que ces comportements soient non seulement permis dans l'écosystème, mais encouragés. Puis je me rappelle, moi, j'étais comme... J'ai pas de leçon à donner à personne. Moi, j'ai contribué à ces choses-là. J'étais là, puis je faisais... Tu sais, comme... C'est fou, il y a une fine ligne entre essayer de comprendre comment le système fonctionne, puis thrive dedans, puis dénoncer complètement le système, puis être confortable avec être à l'extérieur tant que ça change pas, genre. Ouais, mais je trouve que c'est comme un équilibre entre les deux. Ouais. C'est comme toi, t'es à quelque part, puis... tu sais, on vient au monde, on hérite d'un monde qui fonctionne. La société canadienne, la société québécoise est extraordinaire. C'est-à-dire, quand tu voyages un peu, tu réalises vite que c'est comme, cette société-là, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un fucking miracle, là. Tu comprends? Comme... Je parlais avec ma sœur tantôt, puis on se parlait de... Puis je disais ça, des fois, les gens oublient qu'il y a comme... C'est pas si longtemps, pour régler leur compte, les humains s'empalaient le cul. Ils se rentraient des bâtons avec des flèches dans le cul, puis ils montraient à tout le monde, regarde ce que je fais avec quelqu'un qui fuck avec moi. Ça, c'est il n'y a pas si longtemps, là, tu sais. C'est comme, on vit dans un miracle. On est né dans un miracle. On est dans un endroit miraculeux. Puis, je trouve que la chose décente à faire, c'est au minimum de ne pas empirer l'endroit. 100%. Puis, peut-être quelque chose qui peut être, mettons, si quelqu'un sent qu'il a les capacités ou la force de le faire, c'est d'essayer d'améliorer un peu cet endroit-là, right? Puis ça vient avec la résistance. Puis, mais en tout cas, moi, je me rappelle que j'ai passé des très belles années à la radio. C'est ça. Puis ouais, excuse-moi. Ben, c'est ça, la radio. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu réalises que parler, c'est le de shit, genre? Au début, je trouvais ça fucking tough. Moi, je trouvais ça vraiment dur au début parce que je suis comme... je suis comme plus... je suis introverti, je suis timide de nature. Et je suis très, très dur avec moi-même dans le sens que dans ma tête, je pense que j'ai toujours une image d'un idéal, de qu'est-ce que ça a l'air si je faisais bien la chose. Puis entre moi puis cette affaire-là, ça m'a pris un peu de temps à comprendre que, OK, c'est pratiquer qui va te rendre meilleur. Au début, je pense que je faisais des affaires, puis je suis c'est pas pour moi, juste parce que je l'avais essayé une fois, puis je me trouvais pas bon, mettons. Moi, je pense vraiment que, comme, tu sais, quand il y a quelque chose dans ta tête ou dans ton cœur qui dit « fais-le », vraiment la
répéter, pratiquer. Puis le refaire. Sans arrêt, sans jamais arrêter, là, tu sais. Puis c'est quand, à un moment donné, que tu réalises que tu vas aller à l'école? Vous arrêtez un petit peu, on est rendu à 50 minutes. Ok, Let's go. Non, mais c'est bon, moi, C'est super bon. on continue. Let's go. Arrête, à 7h15, on s'arrête. Sachez tout le monde que le couvre-feu est à nos couilles, là. Ouais, genre, c'est c'est ça. ça qui est quand même... À 7h15, il me faut 45, fait qu'on a encore du temps. Let's On a go. encore une demi-heure, 45 minutes. Let's go. Ok. En fait, on a plus que ça. Il est 5h30. So, on a... Ah, vous voulez dire pour ici, vous? Ouais, parce que le gars, il faut qu'il bouge à un moment donné, mais C'est genre... que nous, on va donner une demi-heure, 45 minutes encore. Fait que je vais vous caller dans 30 minutes. Okay. Ok, c'est bon, parfait. Yeah. À quel moment tu réalises l'École nationale de l'humour? Je trouve ça un gros step à faire, si genre... Ah ouais, so, check, dans le fond, je me fais kick-out du cégep parce que je me désengage de tous mes cours, surtout le cours de philo que j'ai coulé 3 fois parce que j'haïssais le prof, puis j'étais trop con pour aller juste me désinscrire du cours ou changer de prof, là. J'étais vraiment une merde. Et là... C'est as un cégepien. Tous les cégepiens relate. Ah oui, ils savent de quoi je parle, là. C'est comme tout le monde. J'ai lâché physique 3 pendant l'examen final. Je me suis parti puis j'ai scurve. C'est tellement ça. C'est ça, exactement. Ce genre de... J'ai démissionné du Rona en juste arrêtant de répondre au téléphone. Tu sais, pendant 3 mois, la madame, elle m'appelle. Je veux juste te donner ton 4%. Je veux plus rien savoir de vous. J'ai trop peur. J'ai trop peur de dire à quelqu'un que je peux plus... J'ai trop peur de dire à Rona que je peux plus travailler pour eux. Oh mon Dieu. Mais anyway, ça, je me fais kick-out du cégep. Puis là, mes parents, à ce moment-là, dans ma vie, c'est comme ça va pas bien. T'as quel âge, hein? J'ai 18 ans, je travaille dans un café chicha, ben. Oh my God. À Côte-des-Neiges. Je travaille dans un café chicha, c'est ma passion, là. Je suis tellement heureux de travailler là-bas. Il n'y a plus rien qui compte dans ma vie que le fucking café chicha. Puis il se passe des choses un peu fucked up là-bas. Puis là, yo, ma vie, comme j'ai vu... Tout est arrivé en même temps. Je me fais kick out du cégep. Je chill de plus en plus avec des gens que c'est comme check. Le chemin, il était comme ouvert. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu sais ce qui se passe à gauche. Tu sais pas ce qui se passe à droite. Mais comme à gauche, tu le sais que si tu vas à gauche, c'est comme... tu le sais, là. Des mauvais choix. Des mauvais choix. Soit là, j'ai décidé, OK, comme... J'ai décidé à ce moment-là, OK, là, je vais essayer de retourner au cégep. Et mes profs de cinéma m'ont repris. J'étais vraiment chanceux. Parce qu'ils ont vu quelque chose en moi. Puis là, je me dis... Là, je retourne au cégep, puis là, je fuck plus avec rien. Là, je fais mes lectures, je fais les affaires, je fais les travaux. Je vais être le gars à son affaire. Puis c'est ça que j'ai fait. Je suis retourné au cégep, j'étais le gars à son affaire. Puis... Est-ce que t'as dit, l'orienteur a vu de quoi en moi, là, les profs de cinéma ont vu de quoi en moi? Est-ce que là, t'as commencé à voir toi, de quoi en toi, genre? Ben, en fait, à ce moment-là, non, parce que j'ai juste été tellement traumatisé par le chemin que j'allais prendre. J'ai vu la fin de ma vie, là. J'ai vu la fin de tout. La fin d'un film scorsésien, la tragédie, là, comme le personnage qui crève parce que tu le sais depuis le début du film qu'il devrait crever, là. Puis j'ai vu que c'était ça le chemin que j'avais devant moi, puis j'étais comme, OK, je veux pas ça. Fait que, dans le fond, je pense que je me suis inscrit à l'école de l'humour par survie. Mode survie, parce que j'étais comme, check, j'ai pas le choix d'essayer quelque chose. À un moment donné, j'étais dans la radio étudiante, puis il y avait du Funky Family qui jouait, que c'est sûrement moi qui faisais jouer. Puis là, c'était la chanson « Cherche pas à comprendre ». Puis à un moment donné, je sais pas, à un moment donné dans la chanson, il dit genre « On vient qu'une seule fois sur Terre ». Je pense qu'il dit ça à un moment donné, « On vient qu'une seule fois sur Terre ». Puis là, tout devient noir dans ma tête. Mais pas comme... Pas genre noir déprimant, là. Noir comme un silence là, absolu. Là. Puis là, j'ai cette phrase-là qui résonne dans ma tête. C'est comme, yo, tu viens une seule fois sur Terre. Il n'y a rien d'autre que ça qui compte. Il n'y a pas une autre vérité en ce bas monde que tu es là une fois. That's it. Puis là, je sais pas, yo, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, mais c'est comme un éclair qui a traversé mon corps. Puis c'est grâce à Funky Family. C'est grâce à Funky Family. Il y a un éclair qui a traversé mon corps, puis il a fait, tu viens une seule fois sur Terre, so, OK, t'essayes les affaires. T'essayes. Si t'as pas essayé, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Let's go, j'essaye. Puis là, j'avais un gars, comme par magie, un gars qui s'est fait accepter à l'école de l'humour au cégep. Puis... c'est comme ça que t'as entendu parler, tu sais.
Ouais, un gars en cinéma. Puis là, dans ma tête, ça fait genre, fuck, il y a un gars que j'ai côtoyé toute l'année. Que je me trouve plus drôle que lui. Ben, pas nécessairement. Je me rappelle plus. Sûrement que je me suis dit, honnêtement, j'ai comme le gars, pas nécessairement, mais je sais pas. Honnêtement, j'ai pas un souvenir clair de moi qui se trouvait plus drôle, mais je me rappelle que j'étais comme, je suis allé le voir. Puis là, j'étais comme, yo, t'as pas idée, là, d'annoncer que t'as été pris à l'école de l'humour, c'est comme, ça fait que je vais essayer l'année prochaine, man, tu sais, comme, merci. Puis sa réponse, c'était, tu sais, c'est vraiment pas pour tout le monde. Bro. Les gars, ils ont même pas fait une journée encore! Ils ont même pas fait une journée! Les gars, ils ont la grosse tête, bro, c'est direct, bro. Pourquoi? Ben, c'est une monarchie, c'est compétitif, man. C'est une monarchie, c'est eat or get eat, c'est tout le temps ça, bro. C'est pas vrai, ça. Non? Non, moi, j'y crois pas à ça. Mais c'est ça qui t'a fait? Lui, il m'a fait ça parce qu'il pense que c'est comme ça que ça marche. Parce qu'il pense que si lui a quelque chose, moi, je devrais pas l'avoir. Moi, je pense pas que c'est comme ça. Moi, je pense que j'ai une carrière grâce à Funky Family. Tu comprends? Parce que c'est eux qui m'ont dit, tu viens une seule fois. Moi, je pense que tout le monde est interconnecté. Puis que quand tu fais mal à une personne, tu fais mal à toi. Puis quand tu fais mal à toi, tu fais mal aux autres. Moi, je pense que je suis pas dans du New Age mysticism, là. C'est comme... Je pense vraiment que les êtres humains sont connectés. Puis je pense vraiment que tu dis ça à quelqu'un. Comme là, cette journée-là, ce qu'il a mis en moi, c'est un doute que les gens sont méchants. Pour vrai. J'ai laissé rentrer ça en moi. J'ai fait, hostie, les gens sont méchants. Je vais le faire, je vais lui prouver. Puis tu vois, ça m'a pris des années à enlever ce doute-là de mon cœur. Parce que les gens sont pas méchants. Il y a juste des gens qui, des fois, disent des choses fucked up parce qu'ils... Est-ce que tu trouves que c'est plus facile de voir le monde de cette façon-là ou tu le penses vraiment que les gens sont pas méchants? Moi, je pense vraiment que les gens, en général, c'est comme beaucoup de gens... Je pense que 99% des gens font de leur mieux. Puis je pense que c'est vraiment compliqué de mener une vie décente parce que la souffrance fait partie de l'existence. On est des êtres vulnérables. On ne sait pas nécessairement comment réagir aux situations. C'est vraiment plus compliqué. C'est pas simple, vivre. C'est à la fois simple, mais vraiment complexe. Comme tu fais comment pour te relever de la honte, l'humiliation, la trahison, la souffrance, la maladie, la mort, la violence. Mais comment tu fais pour tasser ça de tes yeux puis regarder ce qui fonctionne? Ça demande du courage. 100%. Ça demande du courage voir qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Puis ça demande du courage voir que quelqu'un qui dit ou fait quelque chose de mal, je suis pas mieux que lui parce que j'ai du mal en moi aussi. Je relate à j'aurais pu tomber dans ce piège-là. Je suis déjà tombé dans ce piège-là. J'ai déjà dit des choses pas bien à des gens. J'ai déjà été cette personne-là pour quelqu'un. C'est sûr, j'ai déjà été cette personne-là pour quelqu'un. So, check. Moi, pour moi, c'est pour ça que j'ai pas un problème, moi, contre le concept de la monarchie culturelle. J'ai un problème contre le roi ou la reine tyrannique. Moi, c'est ça qui me dérange. Ça me dérange pas qu'il y ait un roi ou une reine. Ça, je suis à l'aise avec un leader, moi. Moi, je pense que les êtres humains, on a besoin de gens qui lead les shit. Puis ça me dérange pas que le siège soit offert aux gens de la même famille. Même ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que des gens qui ont un poste important, qui influencent la vie de centaines de milliers de gens, agissent comme de façon égoïste, agissent que leurs actions soient pas que leurs actions fassent pas écho aux responsabilités qui leur reviennent avec la chaise qu'ils occupent. C'est ça qui me dérange. Je comprends. Mais comment c'est genre... Moi, c'est tout le temps ça. Je suis quelqu'un de très, genre, pas pragmatique, mais quand on me dit il n'y a pas de diversité dans les médias, je suis comme... Yeah, mais c'est correct. Je vais faire le média, je vais créer ma podcast, je vais trouver ce studio Moi, j'aime ça. sur Google, puis je vais faire ça, puis c'est le média maintenant. Mais non, fuck avec ça. T'as de quoi à dire, viens ici. Moi, je pense que c'est ça la clé. C'est ça, puis genre... Mais est-ce que ça a pris combien de temps d'arriver à ça? Ben, je veux juste revenir sur ce que tu as dit, parce que je trouve que c'est ça la clé. Je trouve que ce que tu fais, c'est la clé. Merci. Je trouve que tes actions disent à tout le monde c'est quoi la solution, sans que tu aies besoin de le dire. La clé, c'est tu fais ce que tu as à faire. Tu fais les démarches, tu démarches. Puis c'est la responsabilité sont sur tes épaules de faire ton chemin dans un endroit où tout le monde s'en calisse. Mais les gens, je pense que là où on se trompe, c'est quand on pense que les gens s'en calissent parce qu'ils sont méchants. S'en calissent pas parce qu'ils sont méchants. C'est quand même qu'il y a d'autres choses à penser. Exactement.
Puis regarde, là, en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un mouvement. C'est rendu mal vu de pas dire qu'il manque de diversité. C'est vrai que c'est... Ouais. Mais, ouais, et puis c'est rendu aussi... Mais c'est parce que moi, les mouvements de même, je trouve que ça... Oui, ça c'est bon, mais ça flame aussi l'autre côté, genre. Ben oui. Genre, moi, c'est comme... Je suis quelqu'un de comment Journal de Montréal, Ouais. quelqu'un de comment TV. Je sais que ces gens-là existent à tout moment, genre. Ouais. Puis c'est ces gens-là que quand je vois un article, il n'y a pas de diversité à la télé, ben c'est eux les comments que, genre, je trouve qu'on alimente. On alimente même pas les gens qui... Ben, genre, c'est cynique de ma part de penser ça. Ouais. Mais... yeah, c'est ça, c'est pour ça que comme c'est vrai que c'est mal vu de dire qu'il n'y a pas de diversité, mais je trouve que c'est pas plus bien vu de dire j'ai la solution, genre. Ouais, oui, mais c'est pas grave que les gens que les gens soient haineux. En soi, c'est pas grave. Moi, je trouve. Moi, je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre de sa vie, peut être cette personne-là qui commente avec haine. Je pense pas que ces gens-là savent je pense pas que ces gens-là savent que c'est de la haine. Pour eux, c'est le sentiment de contrôle qu'ils ont sur une situation. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est pour ça que la clé, c'est de faire ce que tu as à faire. Pour moi, c'est comme... Moi, ça vient... Écoute, j'ai essayé tellement de méthodes, là, puis j'ai déposé tellement de projets là, à la télé, là. Tout refusé. J'ai des projets, honnêtement, que je trouve nice, man. Puis genre, moi, j'aime écrire. Puis c'est pas juste ça. J'ai fait des projets sur le web que... Yo, genre, Pose Kawa. Moi, bro, quand j'ai vu Pose Kawa, j'étais jeune, j'étais genre au début du cégep, je trouvais ça génial, bro. Parce que je t'avais vu à la télé, genre, j'utilise souvent le verbe québécisé, genre. Ouais. T'étais très, genre, tu te présentais bien. Tu parlais de qui t'étais, mais c'était pas le slang, c'était pas les jokes, Ouais. c'était pas ça. Quand j'ai vu Pose Kawa, j'ai fuck avec ça. Comment c'est arrivé, ça? C'est arrivé qu'on était... Moi, dans le fond, j'écrivais au Kawa Café sur Mont-Royal. Puis Anas Roman venait de sortir de l'école de l'humour. Mehdi était sorti 1 ou 2 ans avant eux. Puis là, de fil en aiguille, les gars, ils venaient écrire au café. Donc on s'est retrouvés à comme un peu tous écrire au café. On fumait nos clopes ensemble, on prenait notre café ensemble. Moi, j'étais comme 4-5 ans into ma carrière. J'avais déjà quelques bonnes bases, là, si on veut. Des bonnes expériences, un premier show déjà derrière la cravate et tout. Donc, c'est comme un peu par la force des choses, me suis retrouvé un peu dans un rôle de grand frère avec eux. 100%. Puis moi, j'aime écrire dans la vie. So, comme si je chill avec des énergies, des gens, leur énergie va pop dans ma tête. Puis là, j'avais un projet. Le premier projet s'appelait Les Bons Arabes. OK? Il y en a un peu plus que Pose Kawa. Les Bons Arabes, c'est pas en crise. T'aimes ça? Moi, j'aime ça. Ça, c'était le premier. J'ai encore des scénarios chez moi. Ça s'appelait Les Bons Arabes. C'était 3 Arabes et un Français qui genre, ils voulaient juste faire des bonnes actions pour montrer que les Arabes, c'était des bonnes personnes, mais ils finissaient toujours dans la merde, genre, parce que juste leur personnalité, c'était de la merde. C'était comme un projet pour juste comme montrer que les intentions étaient bonnes puis que ça reste juste des gars drôles, tu sais. Ouais. Puis ça coûtait trop cher à faire, il y avait trop de mouvements de caméra, trop de déplacements, trop de ci, trop de ça. J'avais écrit les gars, j'étais comme yo, j'écris un projet, puis j'ai vous en tête, ça vous tente dessus, puis ils m'ont dit tout de suite oui. Puis là, à un moment donné, j'ai fait yo, j'ai pas l'argent pour faire ça. Qu'est-ce qui coûte pas cher dans la vie? Tu mets une caméra, c'est ça, c'est pour ceux qui commencent là. Ouais. Tu mets un plan fixe. Puis, comme si t'as juste à trouver l'argent pour un micro, puis tu te croises des doigts pour que quelqu'un vienne éclairer ta scène comme du monde. Puis, à partir de là, comme techniquement, tu peux vraiment avoir du fun. Puis, moi, j'écrivais les textes, j'envoie les textes aux gars, on va au café, on joue. Puis, évidemment, nous, on se connaissait tellement bien que là... l'humour est naturel. Tout sortait naturellement, puis... franchement, on s'est vraiment amusé. Puis est-ce qu'à ce moment-là, tu put out ça sur Internet gratuitement? Ouais. Est-ce que tu constates le pouvoir de l'Internet que ça a à diffuser de l'humour? Pas vraiment, parce que je le vois bien que... Je sais pas. Moi, je suis pas bon, man, pour comprendre les gens. Je comprends les patterns du monde. Non. Ça, c'est à l'essence du métier de YouTuber. Ouais, bro. Mais toi, je pense que... T'as l'air de quelqu'un qui comprend ce que... Toi, tu checkes un peu quand les gens, les mouvements, là, puis là, je pense que tu comprends, right?
Yeah, je pense que ouais. Ouais, parce que moi, c'est vraiment pas une qualité que j'ai. Ça me prend beaucoup de temps. Je sais où est-ce que l'attention du monde est à un moment. Bon, mais tu vois, ça, là, moi, je comprends pas ça. Puis c'est un gros problème. Je lis des livres de marketing, puis de branding, puis de juste comme... Internet, bro. Internet, juste, j'essaie de comprendre, OK, parce que ma tête fonctionne d'une façon qui est comme la machinerie dans ma tête, de façon que c'est fait, j'ai de la difficulté à comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un va aller quelque part et qu'est-ce qui fait que ça marche ou ça marche. C'est comme si je m'en calissais à quelque part. C'est comme si ça voulait rien dire pour moi parce que genre je suis trop obsédé par ce que je fais, comme c'est trop obsédé. C'est vraiment ça occupe tout mon focus. Puis même quand je vois les résultats ou ce que les gens disent, c'est comme si ça avait aucun poids dans la... Est-ce que tu penses que tu t'es trop habitué à avoir la réponse directe du monde sur une scène qui rit de ce que tu dis? C'est plus tangible que sur Internet? Oh, bonne question, man. Parce que combien de shows t'as fait hands-on dans ta vie live, tu penses? J'ai joué comme... C'est pas poli. Le nombre de fois que j'ai joué. Ouais, c'est ça. Hein? C'est impoli. J'ai trop joué. D'ailleurs, je suis content de cette pandémie. Je joue pas. Je réalise que je suis en sevrage, c'est bon, man. Mais ce shit-là, l'action même d'être debout devant des gens à parler, puis la relation que le monde... J'ai jamais fait ça de ma vie, que je peux même pas savoir. Même le monde qui ont fait de l'impro, eux, ils savent un peu plus que moi, mais genre, moi, j'en ai pas fait. Ouais. Comme avoir cette réponse directe à quelque chose que tu dis, ça doit faire remettre en question beaucoup d'autres interactions dans la vie en général. Ben, je dirais que le métier de stand-up est un métier vraiment dangereux. OK. Parce que justement... parle aux gens, puis les gens te renvoient l'image que tu as envie d'avoir. Tu décides qu'est-ce qu'ils vont renvoyer. Tu peux décider qu'est-ce qu'ils renvoient. Puis c'est vraiment une analogie horrible, mais j'aimerais spécifier qu'il n'y a rien de plus au monde que j'aime que les chiens. OK? Good choice. C'est vraiment pour moi, pour moi, les chiens, c'est un animal... Pur. C'est plus que pur. Pour moi, c'est comme... C'est un portal, genre, un portail vers... Ils comprennent un peu pourquoi on est ici. J'en dis pas plus. Il y a beaucoup de gens live qui relate, bro, straight up. Tu penses? Moi, je relate. Je comprends que des fois, je regarde mon chien, je suis comme, bro, t'as saisi quelque chose que je comprends pas encore. Puis je pense que nous, on n'a pas saisi quelque chose de ces animaux. Comme il n'y a pas beaucoup d'animaux qui ont évolué à être proches des humains. Les chats et les chiens, c'est des animaux fucked up. OK? De cette façon, je l'ai jamais vu de cette Un façon. jour, je vais revenir ici, OK? Puis je vais peut-être aller plus en profondeur, mais c'est comme ça fait au moins 10 ans que je réfléchis sur les chats et les chiens. Parce que ça fuck ma tête. Mais là, maintenant que tu le dis, ça fait tellement de sens. Je comprends exactement le mindset. Ah vous, hein? Ouais, mais ça fuck, comme tous les animaux veulent nous manger. Mais eux, ils sont comme... Ils chillent avec nous. C'est pas juste qu'ils chillent avec nous. Tu peux agir avec eux d'une façon que tu apprends tout sur toi. En tout cas, moi, c'est ça qui me fuck le plus. C'est que j'ai un chien, puis à un moment donné, je faisais beaucoup crier dessus par ma mère. Puis pas mon père, mais ma mère me criait beaucoup. Ma mère était fatiguée, ça, je te dis. Elle criait sur nous. À un moment donné, mon chien il me dérangeait, puis j'ai crié sur lui. J'ai crié fucking fort. Puis j'ai vu dans ses yeux qu'il comprenait pas. Je te jure, dans ses yeux, j'ai vu... Il n'y a pas de mots pour ça. J'ai vu dans ses yeux qu'il disait « What the fuck? Qu'est-ce que tu fais? » Comme, je comprends pas ce que tu... Je comprends pas ce que... Je te fais confiance. Je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Je comprends pas ça. Puis j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est exactement ce que les enfants... C'est le même regard qu'un enfant a sur ses parents. Quand ses parents crient sur lui. Si je te fais confiance, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais à me crier dessus? Anyways, quand j'ai compris ça, des chiens, là, j'ai fait, yo, fuck pas avec cet animal-là, bro. Ils te font comprendre des affaires sur la vie, là, qu'il n'y a aucun livre qui te fait comprendre. Fait que, pour revenir à mon image, je veux dire, le public, c'est comme, j'ai un rapport avec le public, un peu comme ma relation avec mon chien, qui est l'animal que je trouve le plus mystique et merveilleux de la planète. OK? Donc, c'est que mon chien... Tu regardes avec toute son attention. Il me donne toute son attention. Il m'aime trop.
j'ai trop de pouvoir sur lui et je peux lui donner de la malbouffe toute la journée puis il va mourir plutôt que s'arrêter lui-même de manger si je lui donne, mettons, du poulet, là, je dis malbouffe parce qu'il faut qu'il mange ses croquettes, ok? So, je donne du poulet, là, toute la journée, là, je pourrais lui donner du poulet, il va crever. Ouais, il va jamais arrêter tout seul. Jamais! Jamais! La seule chose qui fait qu'il arrête, c'est que j'en mette pas dans son assiette. Tu comprends ce que je veux dire? Sur lui, là, quand j'ai compris que, oh shit, le public, je peux lui donner sa bouffe préférée. Je peux lui donner le matériel préféré, là, ce qu'il a vraiment envie d'entendre, mais il y a un moment donné, il y a une responsabilité où j'envoie une image qui n'est pas nécessairement vraie de moi, puis ça, il faut que moi, c'est ma responsabilité de bloquer cette affaire-là, de montrer aussi comme l'autre aspect de moi, parce que je pense que les gens, ils adorent penser que les artistes sont idéaux. Ça se dit-tu, idéaux? C'est idéal. Nos idéaux. Pourquoi j'ai nos idéaux? C'est un idéal, un idéal. En tout cas, bref. En tout cas, ils aiment idéaliser. Ils aiment idéaliser l'artiste comme une personne qui est hors du commun. Et je pense que c'est un métier dangereux stand-up parce que tu sans t'en rendre compte, tu peux envoyer cette image-là, puis les gens en redemandent, puis c'est jamais eux qui vont dire arrête de nous le donner. Parce que ça goûte bon, man. J'imagine. Fait que toi, c'est à toi à un moment donné, je pense, dans la vie de... Je sais pas si c'est comme ça dans tous les métiers, mais à un moment donné, c'est toi qui fais genre, OK, cette shit-là que je donne, qui est bonne, tout le monde dirait c'est fucking bon, genre. J'aurais pas dû utiliser le mot malbouffe parce que c'est pas vrai. C'est de la bonne nourriture, le poulet. Tu comprends, quand je suis assis et je donne du poulet à mon chien à côté, je sais que c'est bon, comme c'est de la protéine, il va être content, mais d'un autre côté, je sais que si je fais ça tous les jours, il va rester assis à côté de moi, il va attendre ça, il va me suivre partout, il va, tu sais, comme, puis là, moi, je deviens comme prisonnier de cette relation-là où j'ai donné quelque chose que j'aurais peut-être pas dû donner, mais ça m'a fait du bien de le donner, puis ça me renvoie une image que je suis donc bien gentil parce que je le nourris, puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça dans mon métier. Je trouve que si je fais pas attention, je crée des mauvaises relations avec le monde, avec le public. C'est faux, c'est pas vrai. Puis, Chris, le monde, quand tu communiques, tu peux changer le monde, là. 100% d'accord, bro. Mais c'est ça, est-ce que tu penses que la culture de l'humour est trop centrée sur le rire, dans le fond? Parce que, qu'est-ce que tu dis, c'est, je vais dire au public qu'est-ce que je fais dire pour le faire rire, autre qu'est-ce que ce serait moral, ou pas nécessairement moral, mais juste pas l'affaire qui serait la plus authentique par rapport à moi-même, juste pour être le plus drôle possible. Est-ce que tu penses que c'est ça un peu le problème, je sais pas s'il y a un problème avec l'humour, mais genre que ce soit trop centré autour du rire? Non, je pense que oui, t'as entièrement raison. Puis Dave Chappelle l'a dit. Il a dit... C'est le meilleur exemple de ça. C'est rendu un public speaker, c'est même plus un humoriste. Bon, ce gars-là, c'est une autre catégorie. Pour moi, c'est comme... Pour moi, c'est... C'est ton goat? De loin. C'est comme mon père pour moi. Genre... Moi, je le vois comme mon père. Je l'aime comme si c'était mon père. Quand il fait quelque chose, je suis comme, c'est mon père. Mais je sais que c'est pas correct, que c'est pas mon père, mais tu comprends? Parce que je trouve qu'il fait cette affaire-là. Il donne qu'est-ce que les gens aiment, puis il l'enlève aussi à un moment donné, puis il fait, là, c'est les choses sérieuses. Puis c'est un équilibre entre ça que je pense qu'il est à atteindre. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège de juste donner ce que les gens aiment, constamment, juste... Puis là, tu développes une relation de compulsion avec les gens. Tu deviens compulsif à être aimé puis apprécié, mais surtout, tu deviens un charlatan parce que tu mens sur qui tu es. Puis moi, je trouve que c'est une prison qu'on se construit. Les artistes, on construit une prison. On essaie de montrer qu'est-ce qu'on veut que les gens voient, puis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ma femme me voit à la maison. Tu sais, ma femme est comme, yo... Tu sais, moi, je sais t'es qui, là. Comme, tu vas pas rentrer à la maison, puis genre, me faire croire que t'es cette personne. Elle sait je suis qui. Tu sais, comme, c'est ça aussi à m'amener, c'est que quand t'es entouré de gens qui te voient vraiment pour qui tu es dans la vie, ça devient plus difficile de faire son travail, puis jouer la game de genre...
La vedette, Yeah, là, man. C'est comme... Puis Dave Chappelle, pour moi, c'est le GOAT. Ben, parlant de Dave Chappelle, genre, je suis quand même down d'avoir... On est à combien de temps, là? Mais excuse-moi, c'était quoi la question que tu m'as... C'était le rire. Ah oui, oui, mais j'allais dire, c'est parce que c'est devenu pas c'est devenu, mais tu sais, comme toutes les choses, c'est comme... Je pense que l'humour, ça n'existe pas depuis si longtemps. Là. Depuis le stand-up, ça existe depuis genre les années 50. Tu sais. Puis c'était fucking weird quand ça a commencé. Puis la jeunesse du stand-up, c'est le gars qui prend un micro et qui ridiculise l'État, qui ridiculise le roi, qui ridiculise les personnes au pouvoir. C'est ça les premiers humoristes. Si je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que ça fait partie de les débuts du stand-up. Il y avait une fonction sociale. Okay. Ben, c'est comme le rap. Le rap est né de comme un espèce de chaos social où les gens n'ont pas de moyens d'accéder. Il n'y a plus d'ascension sociale. Puis on leur donne pas de ressources. On leur donne pas de ressources, puis il n'y a plus d'ascension. Puis tu sais, quand il n'y a pas d'ascension sociale, c'est vraiment... Quelqu'un m'a expliqué ça l'autre jour et pourquoi c'est vraiment important qu'il y ait de l'ascension sociale. Parce que quand il y a juste des riches, quand il y a juste la classe riche puis la classe ouvrière, si on veut, mal fortunée, ben, ça crée de la déstabilisation parce que les gens, ils font comme, mais je peux pas monter, moi, je peux pas monter, je peux pas aller plus haut, puis donc, ça crée comme plus de chaos. Ben oui. Puis là, en haut, ils se disent, ah, mais c'est rendu trop instable, le pays, fait qu'on va mettre notre argent ailleurs, fait qu'il y a encore moins d'argent, il y a encore moins de ressources. Fait que c'est pour ça que c'est super important que... Puis, tu sais, le rap est né de communautés où les gens, il n'y avait aucune manière de s'exprimer. Puis, ils volaient de la musique, puis ils faisaient des fucking samples, puis ils faisaient le get down, puis ils mixaient de même, puis genre, c'est de même qui fucking ont come up ça. Ouais. Puis, pour ramener ça à l'humour... Ouais, c'est la même chose. C'est devenu ce qui était à la base poétique est devenu des industries. Le rap était c'était la manifestation du besoin de s'exprimer à travers l'art dans les quartiers les plus difficiles de la planète. Le stand-up est né d'un besoin similaire de rire du pouvoir ou de commenter là, le pouvoir, ouais, exactement. Puis c'est devenu des industries. Ouais. Les gens je trouve que ça me fait fucking de sens quand tu le dis, mais il y a du monde qui vont le faire sans aucun remords. Ils vont juste aller abuser de ça puis faire le plus de cob possible. Puis toi, t'arrives là à un autre moment dans ta carrière où tu saisis comme une responsabilité. Peut-être justement, Dave Chappelle, c'est ton GOAT, fait que tu le vois peut-être de lui. Mais est-ce que tu penses que tu prends ça justement à cause que tu réalises un peu plus qu'est-ce que tu veux dire dans le game? Parce que moi, tu veux dire de quoi clair dans le game pour moi. Genre, je suis fucking avec l'espace que tu as pris dans la culture. Est-ce que c'est à cause de ça maintenant? Parce que tu pourrais juste continuer à faire des shows que le monde rit, genre, tu comprends? Ouais, ben je l'ai fait. Moi, j'ai fait beaucoup d'affaires. Je me suis beaucoup, tu sais, j'ai essayé de jouer la game. C'est comme... À Mané, bro, ça revient toujours à... Tu viens juste une fois sur Terre. C'est comme, est-ce que tu vas mentir toute ta vie? C'est comme des vraies questions qu'il faut se poser. Tu sais, je le sais quand je mens. Ma conscience, c'est clair. Quand je me tais longtemps, ma conscience, c'est assez clair. Comme avec le reste du bruit qu'il y a dans ma tête. Là, comme ça me le dit que je suis en train... pas genre true to yourself. Ouais, je suis pas en train de dire la vérité. Puis je dis pas que je réussis tout le temps parce que je pense qu'il y a beaucoup de bruit. Tu sais, comme on vit dans un bruit, là. C'est incessant, le bruit. Tout le monde parle, puis tout le monde a quelque chose à dire, puis on communique tous ensemble, là, puis tu sais plus trop qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est pas vrai, genre. OK? So, j'ai pas de leçons à donner parce que tous les jours, tu tombes dans un piège. Vivre, c'est juste avoir des deuils. Tu comprends? C'est comme tous les jours, t'es comme fuck! Un autre idéal qui meurt, right? Mais j'ai l'impression que il y a une façon de... Il y a une façon de pratiquer des métiers qui ont autant de pouvoir. Moi, je te le dis, une fois que j'ai compris que dans l'espace public, t'as assez de pouvoir pour que les gens enlèvent leurs pantalons, c'est fucked up, man. Tu vois plus ton métier comme ça. 100%. Tu peux plus le voir de la même façon.
Ça devient une plus grosse responsabilité que tu l'avais jamais envision quand tu saisis ça, genre. Ouais, bro, moi, en plus, je suis pas le plus... moi, je reçois pas... J'ai pas reçu dans ma carrière beaucoup de... Yo, ça m'a dit... J'en ai reçu... les moves. J'ai pas eu beaucoup de moves comme ça. Les filles veulent rien savoir de moi, tant mieux, je suis protégé, genre. Mais j'ai été traumatisé par une fois qu'une fille m'a écrit « baise-moi ». En majuscule. Caps lock. Caps lock, bro. C'est caps lock. Baise-moi. Je suis comme, what the fuck, man? C'est comme qu'est-ce qui se passe? Genre, et là, je vais pas faire comme, c'est sûr, j'étais comme, oh shit, j'ai comme 21 ans, c'est comme, baise-moi, yo! C'est 21, 22, j'ai commencé à 22. Je pense que la première fois que je passais à la télé, je suis comme, yo, baise-moi, yo. Toute ma vie, j'ai voulu que quelqu'un me dise baise-moi, mais c'était fucked up, comme je me sentais comme, c'est comme dans les fucking films, esti. Mais j'ai tout de suite commencé à faire de l'anxiété. 100%. J'ai fait tellement d'anxiété. Comme mon cœur... C'est drôle comment l'anxiété, comme on le voit comme quelque chose qui est mal, mais j'ai l'impression que c'est juste mécanisme de survie. Oui, c'est le dernier recours de ta conscience qui prend un ascenseur, qui descend genre dans les turbines, puis qui est comme « Spin that shit, motherfucker! » J'ai envoyé du charbon là. 18 balles, et là, comme baise-moi, mais tu sais, c'est ça, man. C'est comme. Ça m'a pris du temps à méditer ce baise-moi-là. Ça m'a pris beaucoup de temps, puis là, j'ai compris, ok, c'est pour ça que les gens mentent. Je comprends. C'est pour ça que les gens mentent, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils aiment ça. Baiser des gens qui les idéalisent. C'est plus que ça. Excuse-moi, je m'emporte. Je suis trop enthousiaste. Ma femme me dirait ta gueule, là, parce que arrêtez-moi, ok? Mais si c'est trop, vous me le dites. Mais c'est plus que c'est des gens il y a des gens, ils vont vouloir coucher avec toi, gratuit. Gratuit. Dans le sens, t'as rien fait. Dans le sens, t'as pas fait un effort. T'as rien fait physiquement, toi. C'est juste donné comme ça et ils t'idéalisent. Ils connaissent pas. Ils te connaissent pas. Ils te voient comme quelque chose de wow. Ils connaissent qu'est-ce qu'eux ils perçoivent de toi. Ben oui, bro, c'est Lord of the Rings, c'est la bague, là. C'est comme. Tout le monde veut ça, man. Les gens veulent ça. Le monde, la vulnérabilité de l'être, c'est soit tu acceptes que tu es fucking vulnérable, ou tu cherches du pouvoir qui va étouffer cette vulnérabilité-là, puis ça donne que il y a des affaires comme l'argent, le sexe, le fame, le clout, le matériel. Ça reste des endroits où tu peux dissimuler ta vulnérabilité. Puis comme, à un certain moment dans la vie, tu réalises, bro, tout le monde a mal. Ta gueule, là, tu sais, comme... T'es pas meilleur que tout le monde ici. Ouais, c'est ça. Tout le monde a mal. Il n'y a pas une personne qui a pas mal. Puis c'est juste que le monde arrive pas à saisir le concept de perspective, dans le sens que il y a du monde qui ont des problèmes bien pires que toi, fait que tu essaies de rationaliser ça de même. Ouais. Mais à l'échelle de cette personne-là, c'est le pire problème dans sa vie, tu comprends? Fait que c'est un gros problème pareil. Exact. Elle le ressent de la même façon. C'est ça, exactement. Et c'est comme... oui, c'est ça. Tout le monde a mal. Il y a personne qui a pas mal. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre ça. C'est comme, moi, dans ma tête, c'est comme, il y a des gens qui ont mal, il y a des gens qui vont bien. Le concept de mal puis bien, c'est important pour toi dans ton album. Ah ouais, 100%. Yeah. Genre, là, je veux qu'on finisse le gros shit. On va finir là-dessus. Wow. C'est good? On va finir, parce qu'on n'a pas parlé, puis t'as drop un whole ass music project, puis on n'a pas... Ablaïd. Je veux dire, aucun plateau va l'avoir bien dit. Ablaïd, c'est bon. Ablaïd. C'est bon. C'est... l'autre nom. T'as pris un autre nom parce que tu voulais pas que... C'est quoi? Pourquoi un autre nom à la base? Ben, dans le fond, j'avais comme l'impression que en général, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont de la difficulté à comme accepter la complexité des gens et la complexité des choses, et que si quelqu'un avait associé un nom à de la comédie, ça pouvait être comme une barrière pour cette personne-là à accepter de la mélancolie. Puis moi, ça fait des années que je sais que genre malheureusement, je suis pas juste un humoriste. Ça prend du temps à assumer, mais je suis pas juste ça. C'est comme, moi, je fais plein d'affaires.
je suis juste pas prêt à toutes les présenter en même temps. Mhm. Puis là, j'étais comme, bon, mais là, ça, il y a quelque chose comme à l'intérieur de moi qui me disait, si tu le fais pas, tu meurs. So, j'étais comme, anyways, ça fait des années que je fais ça. Si tu le partages pas, c'est pas si tu le fais, mais je le faisais de toute façon. Si Ça tu fait le combien de temps que partages tu fais pas. la musique, mettons? Mais yo, moi, l'histoire de la musique, c'est fucked up, man. Parce que mon père était chauffeur de taxi. Mhm. Puis un jour, il y a quelqu'un qui lui a fait faire Montréal-Québec dans une tempête de neige. Puis il est arrivé à Québec. Puis le gars, il a dit, j'ai pas d'argent. Puis là, mon père, c'est comme toute la nuit de travail. Puis c'est comme 6 heures de sa vie. Puis c'est 250 l'essence, piastres. Puis c'est de l'essence. Puis déjà, quand t'es chauffeur de taxi, ben, l'argent, excuse-moi, mais comme t'en chies pas, là. Puis là, le gars, il lui a donné une guitare parce qu'il se sentait mal. Il a donné un case avec une guitare électrique Fender Stratocaster 1992 turquoise. Mon père travaillait la nuit. So, il rentre le matin à la maison. Nous, on se préparait à l'école. C'était un peu notre rituel. On se réveille et se préparait à l'école. Puis mon père arrive autour de 7h15. Puis là, mon père, il rentre avec la guitare. Puis genre, il y a une fucking guitare chez nous. Il n'y a jamais eu un instrument de musique chez nous. On dit comme, what the fuck? Puis là, mon père est comme, personne touche à la guitare. Je vais apprendre à jouer de la guitare. Il n'a jamais touché la guitare de sa vie. Straight up, jamais. Pas une fois. Quoi. Jamais. Mes parents sont divorcés. La guitare est partie. À un moment donné, comme je sais pas pourquoi mon père a ramené la guitare à la maison. So, yo, j'ai regardé la guitare, mais pour moi, c'était pas pour moi. Genre, il n'y avait aucune chance que je joue cet instrument-là, tu sais. Puis, je sais pas, à un moment donné, man, ma tante est venue de France avec son mari. Ils ont habité chez nous quelques temps. Il m'a appris à jouer comme quelques accords. Puis, j'ai pu vraiment toucher à ça. Puis, rendu à l'âge de comme 20, 21 ans, j'ai décidé que j'allais essayer de vraiment apprendre à jouer comme pour m'amuser. Puis, ouais, ça, je dirais autour de 22, 23, j'ai comme des premiers textes ont commencé à sortir. Mais tu sais, moi, comment je le vois, c'est qu'il y a comme la vie, elle a décidé qu'il y avait une guitare qui devait rentrer chez moi. Puis que j'ai dû apprendre à jouer de la fucking guitare, man, parce que ça, comme, tu passes devant un instrument, puis il te parle. Il te parle, ça te parle. Moi, je pense que les choses nous parlent. Les choses qu'on doit faire nous parlent. C'est vrai. Je pense je vois vraiment. ça à travers. C'est tout le temps quelque chose de plus gros que moi m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Ouais, mais c'est comme il faut. J'ai essayé de. Moi, j'ai essayé de. Moi, c'est-à-dire, j'ai vraiment essayé l'athéisme, OK? c'est une bonne chose. C'est fort à comme... Et je comprends 100% pourquoi quelqu'un est athée. Je comprends 100%. Et pour moi, il y a une logique à l'athéisme. Mais je l'ai essayé pendant 10 ans. C'est trop un vide. Pas ici. Il y a trop de choses qui disent des choses qui sont mystérieuses. Je suis désolé, j'ai essayé. Comme je passe devant un instrument et puis il me parle. OK, je suis pas fou, là. Puis là, j'apprends à jouer de la musique. Puis là, il y a des textes qui sortent. Puis là moi, les premiers textes qui sont sortis, j'étais comme, fuck it, je veux plus jamais toucher à ça de ma vie. Je veux pas faire ça. Je voulais pas que ça chamboule ma vie. Je voulais rien savoir. Puis finalement, man, c'est comme de fil en aiguille. Yo, comme, tu vis des affaires dans la vie. Puis tu fais check. On vient qu'une seule fois sur Terre. Yeah. Puis le COVID, est-ce que tu penses sans COVID, tu drops un album? Ah, le COVID, ça donnait l'impression aux gens que c'est ça qui a fait. Ouais, moi j'étais sûr, ok, Adib, il s'est enfermé pendant 3 semaines dans un studio. Non, dans le fond, quand on a fait mon ami Walid, on cherchait quelqu'un pour faire la musique. Puis on avait envoyé des demandes à des musiciens vraiment de très talentueux. Puis ils ont tous, à tour de rôle, ils disaient oui. Mais finalement, pour des raisons d'inspiration, de temps, il choquait comme dernière minute. Puis là, finalement, comme il y a quelqu'un dans mon équipe qui m'a dit « Yo, toi, tu fais de la musique, pourquoi tu fais pas? » Puis j'étais comme « Oublie ça, jamais, je veux jamais faire ça. Je veux pas partager ça avec le monde. » Honnêtement, pour la même raison que les gens font pas ce qu'ils doivent faire. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui... C'est une insécurité. Une insécurité, un manque de courage, un manque de bravoure. Ça prend du temps à construire le courage pour faire quelque chose. Puis là, j'avais dit non, mais finalement, bro, je rentre chez moi, puis comme de fait, je vois mon papier, un crayon, puis là, je fais « Fuck! » Je savais qu'il y avait quelque chose. Il a mis une graine dans ma tête, là, tu sais, le gars qui m'a dit, mon agent. Puis là, j'ai écrit une chanson, puis là, ça s'est retrouvé dans le film. C'était ma première expérience en studio. Là, j'ai senti en studio, chez Ramio, OK, comme... Je ressens en studio, je ressens le même... l'énergie créative. La même énergie que quand je suis sur une scène ou quand je suis devant mon ordi à écrire des scénarios. J'ai décidé que genre j'allais juste aller rentrer en studio, voir qu'est-ce qui se passe, puis l'album est sorti. Puis l'aspect musical du projet, c'était-tu toi qui étais
sur la production puis tout? Ben, dans le fond, avec Mathieu Mani qui Ok. m'avait aidé sur la tune dans le film, qui avait fait la musique du film, on a comme coproduit toutes les Ok. chansons. Moi, je compose soit au piano, soit à la guitare. Puis après ça, j'arrive en studio avec lui, puis c'est comme, OK, check. Je veux, tu sais, comme je me rappelle que quand on est rentré en studio, moi, je voulais vraiment créer comme un hybride électro. Mais j'aime beaucoup la chanson française. Pour moi, Électro-poétique. exact. Moi, pour moi, il n'y a rien de plus important que l'écriture. Je pense qu'à la base de tout ce que je fais, c'est l'écriture. C'est toujours ça qui revient. C'est ça qui est comme le plus grand, la plus grande motivation. Fait que, tu sais, j'étais comme, je veux que les gens puissent... En fait, j'ai juste rentré en studio, j'ai dit, je veux que les gens puissent danser en pleurant. J'avais envie que l'album, ce soit le genre de truc, genre, tu viens de te faire laisser, là, puis comme, tu te sens seul au monde, puis t'as envie de pouvoir pleurer, mais sans nécessairement qu'on te prenne en pitié. Tu sais, moi, c'est comme ça, en fait, c'est comme ça que je me sens quand je me fais laisser, ou quand j'ai laissé du monde. C'est comme, je porte en moi cette mélancolie-là de day to day, même si je suis marié maintenant. D'être rejeté. Moi, j'ai ce rejet-là à l'intérieur de moi qui est très, très comme... Palpable. Ah ouais, c'est toujours là. Puis même si en vieillissant, tu as moins peur du rejet, je pense que tu restes... Le souvenir de cette peur-là demeure comme la source de... Tu sais, dans le fond, faire de l'art, c'est juste peut-être prendre ce que tu as de plus laid puis essayer de le rendre un petit peu beau. Le rendre présentable. Ouais, le rendre, tu sais, c'est comme déguiser maquiller ta laideur, lui mettre des vêtements puis dire, regarde, gars, comment c'est pas si laid que ça. Tu sais, c'est faire quelque chose de beau avec quelque chose de laid. Je pense que c'est ça qu'on est capable de faire, les humains. On est capable de... On arrive sur Terre, c'est fucked up, la nature essaie de nous bouffer à tous les jours. On make the best out of it. Ouais, puis on crée des villes, puis des voitures, puis on détruit la nature, puis là on réalise, OK, genre là, elle réessaye de nous tuer, fait que là on va essayer de... là on va essayer d'aller détruire Mars. Non, mais tu sais, c'est un équilibre constant entre faire quelque chose de beau avec du lait. Puis c'est ça que moi, je pense que mon émotion préférée, c'est ça le premier mot qui est venu. C'est fou que tu dis ça. C'est le premier mot qui m'est venu quand j'ai écouté l'album, c'est mélancolie. Ouais. Fait que t'as atteint l'objectif. Je suis content que... Moi, je me disais comme... Oh, c'est possiblement l'émotion qui m'habite le plus. Puis c'est peut-être l'émotion que les gens aussi ont le plus de difficultés à vivre en groupe. C'est vrai. Ouais. Tu sais, les gens, ils se permettent pas d'aller là, en groupe. D'être vulnérable comme ça. Non, ils veulent pas. Genre, ils veulent... Tu sais, comme... Je suis vraiment fasciné par à quel point tout le monde a comme un monde intérieur fucked up. Pas dans le sens négatif. Dans une le grosse sens... culture du silence sur les affaires de même. Ouais, mais les gens, quand tu sais, comme... Moi, je suis comme à une place dans ma vie où les gens sont à l'aise de m'écrire des gros messages, puis me parler de comment ils se sentent, OK? Puis, man, les gens vivent des choses, là. C'est juste que dans le bruit de la société, puis dans le bruit des médias, c'est beaucoup de mensonges. Il y a des gens qui... Beaucoup d'embellissage. Il y a des gens qui font du cob à faire comme si tout allait bien. Il y a des gens qui ont fait il y a des gens qui vendent l'idée que tout le monde doit être heureux et tout le monde est heureux. Il y a des gens qui font de l'argent avec ça. C'est un modèle d'affaires parce que les gens veulent se divertir. C'est important. Les gens, ils veulent croire qu'ils sont heureux aussi. Oui, puis les gens, à la fin de la journée, il y en a beaucoup, ils veulent se divertir, ils veulent ouvrir la télé, ils veulent écouter une musique, ils veulent faire quelque chose qui change les idées. Mais, en Amérique du Nord, on est les plus grands consommateurs d'antidépresseurs. Puis l'Amérique au complet est en train de mourir au fentanyl. Puis les gens, comme le taux de suicide monte à chaque année. Puis bro, les gens souffrent. À un moment donné, je comprends même pas comment. Je comprends même pas comment. Il y a personne qui a réalisé qu'il y a un modèle d'affaires à juste dire la vérité sur comment tu te sens. Juste dites comment vous vous sentez, mais c'est comme t'arrives à la télé ou t'arrives quelque part puis tu dis genre hey, je vais comme mes personnages sont comme ça, mettons. Puis là, tu le sens tout de suite dans la pièce, tout le monde est comme c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment comme triste, c'est pas triste, c'est tout le monde est comme ça, le monde est comme ça. Le monde
porte des traumatismes en lui. Pour vrai. À vous, non? Puis c'est pour vrai, c'est pour ça que, genre, moi, ma blonde, quand il y a eu les bougons dans le bye-bye, on a réécouté les bougons, puis les bougons, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça, vraiment. Ouais. C'était des personnages comme réels, là, Ouais. qui existent, puis qui sont pauvres, puis qui sont là. Ouais. Genre. Puis qu'il n'y a pas rien, on n'essaie pas d'embellir rien, on le rend même pas plus lexé, mais juste comment que c'est pour vrai, genre. Ouais. Puis on dirait qu'ils ont fait les bougons, puis après ils ont arrêté, ils ont abandonné. Mais parce qu'ils font pas le lien. Parce qu'il y a juste personne qui fait le lien. La série la plus regardée à ce jour sur Netflix, c'est The Office. C'est du monde normal. Leur job est plate. Tout est whack. C'est la petite souffrance banale de la vie de tous les jours. Puis ça tire du jus. La Netflix, il paye 150 millions par année à NBC pour l'avoir sur sa plateforme. Juste parce qu'ils savent, ils voient les chiffres. Ça tire du jus. C'est du monde normal. Ils ont des petites souffrances. Et puis ils essayent de faire the best out of it. Puis il y a juste personne qui fait le lien. C'est l'authenticité qui gagne. Ouais, man. Puis moi, je pense vraiment que... Moi, je pars du principe, là... Tout le monde fait de son mieux, puis tout le monde a un peu mal. Puis ça fait... Pour moi, c'est comme... C'est pour ça que, genre, des fois, comme... J'en viens à comme pleurer, tout seul, à me dire, fuck, man, les gens, tu sais, ils sortent, ils veulent qu'on leur parle, mais c'est juste qu'ils vont pas nécessairement dire, comme, ils veulent pas, ils savent pas, c'est pas leur travail de nous le dire, tu comprends? C'est pas le travail des gens, comme, c'est pas je vais réutiliser plombier, mais c'est pas à un plombier de conceptualiser c'est quoi mon travail. OK? Lui, il s'assoit le soir, il ouvre la télé, ou il met Spotify, puis il prend ce qu'il y a. Il cherche ce qui va résonner le plus avec lui. C'est à moi de conceptualiser mon travail puis faire « Attends une minute. Moi, je suis construit par les gens puis je travaille pour les gens. » Puis ça finit là. C'est pour eux qu'on est... En tout cas, les gens, les vrais gens. Tu sais, comme... C'est pour ça que moi, c'est YouTube, c'est l'opposé complet de ça. C'est genre juste le contact avec les gens un à un. Comme quand moi je fais une vidéo, à moins les gens qui les écoutent en groupe, j'ai un contact avec une personne qui regarde la vidéo. Puis ça, c'est l'opposé contraire dans ma tête de la télé, genre, parce que n'importe qui peut le faire. Ouais. À n'importe quel jeu. Puis personne n'a décidé que moi j'allais le faire. Genre, j'ai juste fait, puis ça résonnait avec du monde. Fait que je pense que pour revenir à ça, mais en fait, c'est la fin, man. Genre, on n'a plus le studio, puis on va se faire fuck up par François Legault. On a plus le studio? Il faudrait... Yeah. Quand on va avoir le cup, bro, tu viens, on reste 10 heures, big. Ah, c'est bon. Attends, j'ai quasiment envie de dire au gars, yo, je vais aller parler avec les gars, donne-nous un... Non, c'est pas lui qui met la pression du tout. C'est bon. C'est juste nous, on était supposés, j'ai dit qu'on allait être là à 3 heures, finalement, ça a commencé plus tard, puis lui veut rentrer. Anyways. Pas mettre la faute sur lui. Expert Studio, tout le monde, faites votre podcast ici. Mais merci beaucoup, puis... Yo, merci à toi de venir ici. C'est même pas encore sorti, puis tu viens ici. C'est un gros risque, sachant de la stature, mettons, que tu as dans la culture. Whatever que ça veut dire. Non, moi, je suis un gars d'intuition, puis la première fois que je t'ai vu, je savais que... On dirait que j'ai eu un feeling, j'étais comme... Quand tu as un vrai feeling sur quelqu'un, c'est que ce que tu espères pour lui, tu sais que ça va arriver. Tu comprends? J'ai espéré quelque chose pour toi, puis je me suis dit, ah, mais ça va arriver, de toute façon. Fait que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux toujours m'appeler. Merci beaucoup, bro. C'est moi qui te remercie parce que j'ai checké toutes tes vidéos pendant le confinement. Ça m'a permis de rentrer dans la culture YouTube. Yeah, me suis senti le bienvenu dans quelque chose que j'étais en retard un peu, là. Mais ça a comme un tangible shit. Puis les gens, tu sais, Ricardo Live, il take over le YouTube. Le mainstream s'en vient. C'est la meilleure plateforme qui existe. C'est la plateforme la plus définitive. Moi, je vais ride mon shit. Google, c'est mon boss. YouTube, c'est la meilleure plateforme. Google, c'est ton boss. Puis Google, il arrête ta vidéo pour faire de la publicité. Mais il t'arrête pas de parler. Tu comprends? Quand tu es à la télé, tu parles, puis là, ils disent « On arrête de parler! Il faut maintenant faire de la publicité. » YouTube, tu peux faire ta vidéo, tu peux jamais arrêter de parler, puis il va juste venir mettre une vidéo. Puis ça, c'est une différence là, qui est fondamentale. C'est que la télé, ça coupe la parole. C'est vrai, bro. Puis pas YouTube. YouTube te coupe pas la parole. Puis les gens vont toujours là où il y a une liberté d'expression. Et donc, je viens d'annoncer la mort de la télévision. Mais tout le monde le sait déjà. Tout le monde sait déjà. Ils s'en calissent, ils essaient de s'accrocher sur leur dernière subvention. Oui, c'est ça. Les derniers crédits d'impôt. C'est ça, les crédits d'impôt. C'est que ça va être top d'aller chercher des crédits d'impôt de Google. Mais anyways, OK, ça.
C'est un autre problème, c'est un autre débat. Anyways, merci beaucoup, merci guys. à toi, man. Merci. Let's fucking go. Hey, merci d'avoir écouté tout le monde. Like and subscribe. Allez fuck avec Adib. Allez subscribe à sa chaîne. Il y a une chaîne YouTube Bauman. Il pose des vlogs dans la forêt. Que tu fais plus. Je fais plus, là. Trop d'énergie. Mais yeah, merci d'avoir écouté jusqu'à là, gang. Bye. Au revoir. Hey. Let's go, man. C'était fucking